Radio Nova. La dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct et en public du Théâtre L'Européen à Paris. Bonsoir à toutes les sales connes qui sont là ce soir. Jamais j'aurais pensé dire cette phrase un jour, sauf à un congrès de Némésis, bien sûr. Nous sommes le dimanche 14 décembre 2025, c'est la dernière émission de l'année, les amis. Dernière, eh ouais. Oh, qu'est-ce que vous jouez bien. Une année encore riche en émotions, puisqu'on a perdu beaucoup. On a perdu les bijoux du Louvre, on a perdu François Bayrou, le dernier neurone de Michel Onfray, le self-control de Laurent Nunez, la carte de presse de Nathalie Saint-Cric, qui nous regarde de là-haut. C'est très dur, mais heureusement, on n'a pas tout perdu cette année, puisqu'on a toujours avec nous la Queen of Synthé, celle dont la devise est « Clément, n'oublie pas tes guerres », Juliette Arnaud. Juju. Tu l'as presque bien réussi, Staxer. Est-ce que t'as oublié tes guerres? Clément. Et là, c'est guerre. Salut Juju. Le petit prince de l'élocution, selon la Gazette du LSD, Aymeric Lompré. Il est là. Ça va, Aymeric? Ça va. Ouais, ça va, cool. Ça va, cool. Et enfin, le roi de l'analogie politico-urinaire, Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir tout le monde. Je te demande pas si ça va, car ça ne va jamais. Ça va parfaitement bien car c'est la dernière émission, Guillaume. Ah. Et nous rejoindrons pendant cette émission donc Guédré, Douli, Alice de Rochechouart. Eh bien, je crois qu'on peut y aller. C'est parti pour les réponses aux questions que vous nous posez sur l'adresse mail, je la rappelle, ladernière@radionova.com. Et on commence avec une question de Clémentine. Bonjour, je m'appelle Clémentine et je viens d'arriver dans un nouveau boulot. Comment dire à mes nouveaux collègues que les blagues sur mon prénom, je les ai déjà entendues 10 000 fois. Je comprends ton agacement, Clémentine, mais estime-toi heureuse. Hein, tu aurais pu t'appeler Poire, Kiwi, Kumquat, ou bien plus dur à porter encore, Prisca. Dans ce cas, tes collègues ne te diraient pas « Mais alors Clémentine, on peut t'aider, t'as un pépin ?» Mais plutôt « Ferme-la, Prisca, tu nous fous la honte. Il y a tellement de merde qui sort, on sait plus bien si tu parles ou si tu chies. » Bref, Clémentine, tu t'en tires bien. Allez, on passe à la question d'Irène. Oui, bonjour. Bonjour. Ben alors Irène, Oui, ça va? j'ai un petit fou rire, pardon, Oui, excusez-moi. Allez-y Irène. Bonjour, comment se fait-il que Guillaume suive Louis Sarkozy sur Instagram? Ah oui, pas de jugement. C'est un travail, c'est pour mon travail. Et si je le suivais pas, d'ailleurs, je serais passé à côté de l'info de la semaine. Je sais pas si vous avez vu ça, l'inauguration de sa permanence pour les chiens. Mais non. Mais j'adore. La toutou perm. Allez voir la vidéo sur Instagram, c'est incroyable. Il y a 2 petites gamelles devant la permanence pour attirer les toutous des mamies mentonnaises. Et pour l'instant, c'est une réussite, puisque 2 toutous ont été aperçus aux abords de la permanence, Christophe Barbier et Ruth Elkrief. Eh oui. Allez, On applaudit bien fort. on enchaîne avec la question d'Agathe. Très bien prononcé, Juliette. Bonjour l'équipe, je viens de finir le film Love Actually, que je n'avais pas vu depuis quelques années, et au secours, rien ne va. Les hommes tombent amoureux de leur femme de ménage, de leur secrétaire, un homme stalke la femme de son meilleur ami, une femme se fait agresser par un homme puissant et se fait virer dans la foulée, un personnage doit renoncer à sa vie amoureuse pour son frère, et j'en passe. Est-ce que je dois arrêter de revoir les comédies romantiques de ma jeunesse? Oh là là, Agathe, mais c'est pas ça le plus emmerdant. Après tout, les comédies romantiques, c'est quoi? C'est sacraliser le couple, l'amour, l'infini à la portée des caniches. C'est petits bourgeois. Heureusement, il y a les beaux films familiaux, comme La gloire de mon père, avec Philippe Cobert dans le rôle du merveilleux papa. Ah, flûte, Oui, j'annule. On vient d'apprendre que Philippe Cobert, déjà poursuivi pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs, vient d'être mis en examen pour proxénétisme. Voilà, la cellule familiale, c'est pas ouf non plus comme valeur sacrée. D'ailleurs, on l'appelle de la sorte parce que c'est une prison. Hein, ça, c'est Guillaume qui me l'a dit. Et puis, c'est pas grave pour Cobert. Quand il sortira de tout ça, parions que la première dame viendra le féliciter en loge en insultant les féministes. Allez, on passe à la question d'Alice. Bonjour l'équipe. Bonjour Alice. Waouh, bien joué. Bonjour Aymeric. Bonjour. Quand je chante avec Dalida, je ne peux pas m'empêcher de chanter avec son accent. Est-ce que ça fait de moi une raciste? Alors, Alors- est-ce que c'est Aymeric
qui répond. Je vais répondre. Je vais répondre. C'est peut-être pas prudent. Moi, je vais mourir sur scène non. devant les projecteurs. Non, ce n'est pas raciste, Alice. Ce n'est pas raciste, mais sache que faire les accents n'est pas forcément raciste. Par exemple, moi, quand je fais l'accent du Sud, ce n'est pas raciste. C'est juste que je joue à la perfection un personnage qui nous rappelle nos souvenirs de Provence. Si, à présent, je fais l'accent mandarin, comme ceci. Non, mais non. Et non. On passe à la question de Kevin. Bonjour la dernière, mon fils de 5 ans me réclame les chroniques d'Emeric. Est-ce normal ou dois-je m'inquiéter? Kevin, rassure-toi, c'est tout à fait normal. Si ton fils de 5 ans apprécie les chroniques d'Emeric, c'est tout simplement parce qu'ils en sont tous les deux au même stade de développement intellectuel, langagier et moteur. Démonstration. Attrape, Emeric. Tu vois, il est encore pâteau. Fun fact, Guillaume, Juliette et moi-même dépendons comme tout salarié de l'inspection du travail, tandis que pour Emeric, c'est l'éducation nationale qui gère. Force à eux. Et on enchaîne avec Quentin qui nous pose une question. Oui, salut l'équipe. Est-ce que Juliette pourrait être la chef de, Non. de l'émission en 2026? Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ont écrit 2 FE. Ouais, ils ont mal écrit chef, ils ont mis 2 F. Coucou Quentin. Alors, sauf à tuer Guillaume, non, je ne le peux pas. Et Guillaume, je t'aime beaucoup, donc je te tuerai en dernier. Mais, en revanche, on pourrait à Nova constituer une coopérative, sans chef du tout, vu qu'on est de gauche, enfin, censément. Ne serait-ce que pour venger les salariés de la marque française d'électroménager Brandt, dont la justice vient de prononcer la liquidation judiciaire, alors que les salariés portaient un projet de société coopérative, projet jugé non viable. Tout à fait viable, en revanche, les 750 pertes d'emploi. À 15 jours de Noël, on dirait du Charles Dickens, mais qui finit mal. On dirait le Père Noël est une ordure, en fait. Joyeux Noël, Félix. Oui, on passe d'ailleurs à la question de Félix, parce que la vie, des fois, c'est bien foutu. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Est-ce que tu appréhendes le fait de gagner ton procès au prud'homme contre France Inter et d'être réincorporé en CDI? Alors, très bonne question, Félix, mais non. Non, parce que c'est la seule chose que j'ai pas demandé. Parce que être réincorporé à côté de Benjamin Duhamel, Dominique Seux et Sophia Aram est contraire à la Convention de Genève, qui interdit, et oui, c'est interdit, les actes de barbarie. Heureusement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, Léa Salamé a été condamnée pour incompétence à vivre avec Raphaël Glucksmann. Et inversement, d'ailleurs, ce qui donne des séquences de vie assez cocasses. Raphaël, juste une question. Ça va? Mais pourquoi tu poses ces questions? Ça fait froid dans le dos. On enchaîne avec Vincent. Bonjour les amis de la dernière. Bonjour. Il y a encore des framboises dans mon jardin. Est-ce normal? Je m'en charge. Vincent, bonjour. Des framboises à cette époque de l'année peut paraître bien bizarre, ou même loufoque, voire désordonné. Mais sache que tu n'es pas le seul à trouver des anomalies dans ce monde en perpétuel changement. Par exemple, j'ai un ami, moi, Ludovic, il a trouvé des pêches il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Oui, c'était dans un magasin, mais il ne faut pas s'étonner d'un mouvement des choses dans un monde qui bouge. Pourquoi tu choisis ces questions-là, Émeric? Mais non, mais... On peut choisir les questions? Ben oui. Mais non, mais c'est le principe, en fait, on choisit les questions. Et tu sais que tu peux même choisir les réponses. Ben oui. On peut choisir comment on s'habille? Bah évidemment. Bah pourquoi t'habilles comme ça? Waouh. C'est de bonne guerre. Allez. On termine avec une question de Bobby. Quand allez-vous enfin laisser Émeric choisir l'invité? Eh bien, Bobby, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Émeric a lui-même choisi l'invité de la semaine prochaine et de la suivante. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a sélectionné Thaïs Descuffon et Maître Canter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'émission puisque c'est les vacances. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous pour toutes ces questions. Allez, 18h09 sur Radio Nova, c'est bientôt Noël. Il est temps d'offrir au capitalisme tout le temps de cerveau disponible qu'on vient de créer. C'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré.
Il est 18h15, il est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Il a 23 ans, il a grandi dans la banlieue de Strasbourg avant d'étudier un petit moment à la London School of Economics. On y reviendra. Il est activiste, il est même slammer à ses heures perdues, mais il est surtout cofondateur de l'association Banlieue Climat. C'est Ferris Barkade qui est avec nous. Salut Ferris, sois le bienvenu. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comme je l'ai dit, on va parler climat, on va parler social, on va parler militantisme, mais on aime bien commencer l'émission en revenant un peu sur le parcours de nos invités. Et donc j'ai mentionné ce fameux passage à la London School of Economics, mais alors j'ai vu qu'il n'était pas resté longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait un peu conseil de classe là d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé, Ferris ? Il parlait pas anglais. Moi, je me suis rendu compte un peu tard. Non, effectivement, il y a eu ce passage-là où je suis allé étudier la philosophie là-bas, parce qu'il y a une prof d'anglais qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a permis de partir, d'avoir tout ce qu'il faut pour que mon dossier soit accepté, que je puisse avoir les moyens d'y rester. Sauf que ma mère est tombée très malade à ce moment-là, donc j'ai dû rentrer et m'occuper d'elle. Et voilà, donc c'était une expérience courte, mais c'était intéressant quand même de capter qu'il y a des êtres humains sur Terre, ils ont une confiance telle dans ce genre d'espace, qui pensent que c'est des humains de ouf alors que c'est pas tant des humains de ouf. Et que du coup, en fait, la confiance, c'est comme si c'était un peu un gâteau et eux, ils avaient une grande part de ce truc et que toi, t'étais là en mode mais pourquoi ils sont aussi sûrs d'eux alors qu'ils sont nuls ? Et c'était un peu un paradoxe comme ça que je devais essayer de gérer toute ma scolarité et c'était comme intéressant de capter ça. J'ai le même problème dans l'émission. Mais justement, dans cette Réglez école... vos comptes. Oui, et pas devant les gens, merci. Ferris, dans cette école, justement, une de tes corélégionnaires, c'était une des filles de Bernard Arnault. Alors, ouais, doucement. Ouais. J'ai dit, Non, tu mais l'as pas attrapé et tout. Non, mais en termes... Alors, moi, j'aurais ok. jamais dit ça, mais non, mais je veux dire, est-ce qu'elle fait partie, typiquement, de ce genre de personnes qui ont une confiance en eux extrêmement forte, Ouais, quasiment bien sûr. de En fait, naissance ? déjà, pour recontextualiser, je l'ai jamais croisée, elle n'était pas dans ma promo. Non, mais tu j'étais savais largement- qu'elle était quelque part. Exactement, elle n'était pas très loin. Ouais. Je me suis posé la question, si je la croise et elle me dit Ferris, viens faire un tour dans le rafale de mon grand-père, là, qu'est-ce que je fais ? C'est une Je expérience. me suis posé la question en mode nique sa mère, j'y vais, tu vois. Parce que, non mais les gars, on peut potentiellement mettre bien sa descendance sur 544 générations, donc je vais y aller. Mais du coup, je me suis posé cette question-là, et après je me suis dit, en fait, c'est pas une question personnelle, c'est pas une question individuelle. Elle est aussi mue par des structures qui la dépassent, et quelque part, c'est pas moralement elle qui peut être défaillante, ou sa famille, ou je ne sais quoi. C'est juste parfois plus grand que eux, et en l'occurrence, ouais, je pense que ça fait partie des gens qui en termes de confiance, ils sont au max. Hein. Tu te l'es dit à ce moment-là ? C'est-à-dire que tu étais quand même très lucide, très jeune, c'est de la sociologie, quoi. Tu t'es Ouais, dit, moi ça arrivait en seconde en réalité, Ouais. parce que j'ai été choqué de voir dans mon lycée des gens qui avaient cette même confiance, alors qu'à côté des gens avec qui j'ai passé le bac s'auto-censuraient toute leur vie, étaient dans des phases... C'était des filles, non ? Pas que qui s'auto-censuraient, il y avait des filles effectivement, mais aussi des gars qui étaient en mode, qui ont pas eu le brevet, qui étaient en mode l'école c'est pas fait pour moi, et qui avaient internalisé l'échec au point qu'ils avaient rejeté dans une forme de repoussoir total ce truc-là de ça me concerne pas. Et donc c'était ça un peu qui m'avait un peu surpris moi dès le départ et que j'ai pu constater là-bas. Et j'ai lu que tu avais ensuite intégré quelque chose qui s'appelle le Collège citoyen de France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors ça c'est une école qui parce que quand j'ai arrêté mes études je me suis bien dit que mes parents allaient me tuer puisque ils voulaient me déshériter, on n'avait rien à hériter, tu vois, ils me disaient, mais calmez-vous, tu vois. Et donc du coup je rentre en France et j'ai l'occasion de faire cette école là où ils accompagnent des jeunes avec des projets, et moi j'avais un projet, c'était de parler d'écologie autrement, et ils m'ont accompagné. C'est là où j'ai rencontré Abdelali El Badawi qui a fait banlieue santé, enfin plein de gens hyper engagés. Moi je connaissais pas tout ça. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui font des trucs cool. Et c'est comme ça qu'en rentrant en France, je me suis dit ça va un peu compenser ma déscolarisation assumée. Et c'est à ce moment-là que tu as créé Banlieue Climat ? Un peu après, ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors est-ce que tu peux nous présenter l'association ? Bien sûr. Ça part d'un constat sur une douleur qu'on avait tous les cofondateurs. On est 4 cofondateurs, donc Abdelali, Sana Saitouli, Sefiou et moi. Et on a vu qu'en réalité, il y avait des violences qu'on vivait mais qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire qu'on nous avait dépossédé de certains concepts, certaines manières d'appréhender le réel, qui fait qu'on n'arrivait pas à capter ce qu'on vivait. Et donc c'était important pour nous de se remettre sur la table en disant « ça nous concerne ». Et donc il y avait une réparation à la fois intérieure et extérieure. Une réparation intérieure, c'est quoi ? C'est
on est légitime de s'approprier cette question-là. On va avoir la confiance pour en parler. On va être invité parce qu'on est les experts de nos propres vies. À quel moment vous êtes surpris qu'on comprenne ce qu'on vit? Vous avez pété les plombs, quoi. Et les gens ils sont en mode ouais, banlieue, climat, ça va pas ensemble. Mais les gens sont fous. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va Nous, on comprendre. disait pas ça, Ferry, ça nous engueule pas. Hein, ça... Heureusement, je me suis dit. non, mais c'est intéressant. Et du coup, il y avait ce truc-là un peu de décalage. Et ce décalage, il traduisait un mépris quelque part, tu vois. Donc nous, on voulait se réapproprier ça en disant personne va nous censurer, on va se réapproprier une parole et une expertise sur l'écologie. Après, il y avait aussi une réparation extérieure à faire qui était logique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des mamans qui sont allées militer contre le mercure dans le Thon et qui sont... Et c'est intéressant parce que même dans cette réparation extérieure où on fait des projets, donc on forme des jeunes de 16 à 25 ans, à peu près 1000 formés aujourd'hui en France, qui ensuite montent des structures et des projets localement dans leur ville. Et les mamans qu'on a pu accompagner, par exemple, elles ont fait tout un projet autour du mercure dans le Thon et elles se sont mobilisées. Elles sont allées devant le siège de Michel-Édouard Leclerc, je crois, c'est ça son... Jean-Michel, avec un Michel... Il y a Édouard, c'est voilà, sûr. Il y a Leclerc, donc et il y a ça va. Leclerc. Et Ouais, Michel-Édouard, je crois. elles sont allées militer devant le siège, mais militer en mode on a une lettre, on est des mamans, Ouais. on est en train d'empoisonner nos enfants, on fait des maraudes toute l'année, ça veut dire qu'on empoisonne les gens les plus précaires, et vous faites des promotions sur le Thon, vous avez pété les plombs. Donc c'était juste ça le propos. Ouais. Et 3 jours plus tard, la maman en question, qui vient de Cergy, reçoit un appel du commissariat de police en disant « Bonjour, vous avez écrit une lettre ?» Enfin, je sais pas ce qu'il lui dit, en fait, mais il la nasmeux un peu, entre guillemets, en disant « Mais en fait, pourquoi vous avez fait ça ?» Et là, on se dit « Mais en fait, on n'est pas tous égaux dans la manière dont on va militer, parce qu'à la base, il y a un travail de réparation intérieure qu'on doit faire. Et même quand on veut réparer d'un point de vue extérieur et traduire en politique publique ce qu'on fait, c'est compliqué parce qu'on est face au racisme structurel, donc compliqué. » Et est-ce que ça a un lien, évidemment, j'imagine, avec ce que tu appelles l'écologie bourgeoise ? On a l'impression aujourd'hui que justement l'écologie c'est devenu une question tellement politicienne qu'elle est accaparée par des partis politiques. On va pas citer que Europe Écologie Les Verts, mais même Éric Ciotti parle d'écologie à un moment donné. Donc est-ce que c'est une manière aussi de toi te réapproprier la question et en faire quelque chose de très concret ? Ouais, c'est une manière juste de... C'est un sujet qui appartient à tout le monde, il ne nous appartient pas plus que... Enfin si, justement, il nous appartient plus qu'aux autres, c'est ça l'intérêt. C'est de dire que, effectivement, quand tu vois un rapport du GIEC à plus 3 degrés, tout le monde se dit « Ah, c'est chaud pour WAM ouais. ». Sauf que c'est chaud pour toi, mais c'est d'abord chaud pour d'autres personnes. C'est le principe des inégalités qui sont différenciées, des injustices. Il y a des gens qui vont souffrir davantage. Des gens dans le sud aujourd'hui, pour qui c'est déjà inhabitable d'exister. Déjà compliqué, ils doivent se déplacer. Donc ces gens-là, eh ben, ils doivent avoir les moyens, les outils de lutter pour ça. Parce que si on fait juste en fonction des blancs européens riches, eh ben, le rapport à la domination va être très différencié. Ils vont pas forcément mettre les mesures qu'il faut. Ils vont pas lutter parce que l'eau elle est polluée à Marseille. Ils vont pas lutter parce qu'il y a un enfant sur 3 qui a bagnolé à de l'asthme. Ils vont pas lutter pour ça. Ça veut dire que nous, on remet juste un peu nos vies dans ce combat. Et est-ce que tu as été tenté de faire justement de la politique politicienne ? Ou est-ce que tu as été approché par des partis politiques ? Alors il y a 2 questions, j'ai bien conscience qu'il y avait 2 questions. Dans la question de l'engagement politique partisan, ça n'a jamais été, et ça sera jamais pour moi quelque chose qui va m'intéresser. Mais effectivement, à un moment, pendant que j'étais à Londres, je me suis posé la question vite fait, mais jamais de la vie en fait, parce que récemment, en 2024, élection législative, ils disent oui, Ferry, ce serait bien que tu te présentes à Montfermeil. S'exclama le conquistador en fait, parce que à quel moment non mais parce qu'à quel moment il comprend pas que le problème c'est pas le parachuté, c'est le parachutage. Ça veut dire que moi il voit un arabe ou un noir qui va dire vas-y il te ressemble là-bas, va là-bas. Donc du coup il y a ce truc là un peu chelou de vouloir s'approprier des territoires qui ne sont pas à eux. Oui, mais si c'était à Strasbourg qu'on te proposait. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des gens plus légitimes que moi dans cette ville pour s'incarner. Donc, le but, c'est qu'on donne les outils. Moi, j'ai quitté Strasbourg, j'habite à Paris maintenant, ça fait 5 mois. Bon, mais... alors si on te proposait à Paris. Au-delà de ça, je pense qu'il y a juste un truc d'incarnation. Et moi, ma force, j'estime qu'elle n'est pas là. C'est que je peux donner des outils modestement, que ce soit d'un point de vue culturel ou en termes de pédagogie qu'on essaie d'apporter. Et c'est déjà le mieux que je peux faire et je m'arrête là quoi. Et c'est qui a proposé le parachutage? La personne qui a proposé un tour de rafale. Blague aéronautique. Oui, bien sûr. Non, je me refuse à critiquer. On arrive en 2026 bientôt, les partis politiques, c'est le NFP. Le NFP qui m'a totalement prouvé ça. On va revenir à tout ça, merci Ferris. On va continuer à parler de tout ça jusqu'à 20h, mais on va écouter un petit peu de musique. De la zikmu, comme disent les jeunes de ton âge. Putain. Allez. Wow. Comme tu sais, on va faire la fiesta. Là. Ferris, en 1993, déboulait un groupe anglais pop-funk et acid jazz qui s'appelait Jamiroquai, avec à sa tête un petit bonhomme charismatique qui se payait le luxe de faire des tubes sur des thèmes écologiques. Celui-là en particulier, Emergency on Planet Earth.
Vous écoutez La Dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Ferris Barkat de Banlieue Climat. Vous êtes sur Radio Nova, station donc musicale. C'est donc à nouveau de la musique qu'on va écouter, notre rockstar à nous, la queen de la pop, mieux que Lady Gaga, Lady Guédré. Bonsoir. Comme tout le monde, quand je suis quelque part, avec plein de gens autour de moi, j'aime bien les regarder et imaginer leur vie. Que font-ils? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y en a qui aiment les mon chéri? Et comme beaucoup de monde aussi, j'aime bien les statistiques. C'est un peu nul, je sais, mais c'est un côté assez ludique de connaître le pourcentage de gens qui ne changent pas de slip tous les jours, le mettre en parallèle avec le pourcentage de femmes qui ne veulent plus faire l'amour. Ces deux passions réunies m'ont rapidement amené à me dire que parmi tous les gens que j'ai déjà croisés, en toute logique aussi parmi ceux qui m'écoutent maintenant, y en a qui ont déjà mis leur bite dans le cul d'un enfant. Alors moi j'ai pas de bite, donc je connais pas le casse-tête de réfléchir tout le temps à un endroit où la mettre. Certes j'ai pas de bite, mais j'ai de l'imagination et je suis sûre qu'on peut toujours trouver une meilleure solution. Y a des endroits où on ne peut pas mettre sa bite, mais y a tellement d'autres endroits dans lesquels on ne pense pas mettre sa bite. Puisqu'on ne peut pas rêver d'un monde meilleur sans aider son prochain, j'ai fait une petite liste d'endroits où elle serait bien, sans déchirer le rectum d'un gamin de maternelle, sans taper dans la glotte d'une petite qui joue à la marelle. Dans une poêle bien chaude avec un peu de sel, dans le pot d'échappement un peu rouillé d'une 4L, dans un blender rempli d'acide sulfurique, dans l'hélice d'un bateau, dans une tondeuse électrique, dans l'entrebâillement d'une porte quand il y a des courants d'air, dans un micro-ondes avec plein d'objets en fer, dans un tesson de bouteille, dans un nid de frelons, dans une boîte de clous ou au bout d'un hameçon. Il y a vraiment 1000 autres endroits où mettre ton pénis. Mais si vraiment tu tiens à ce qu'il soit dans la bouche de ton fils, prends n'importe quoi de tranchant et coupe en rondelles. Parfois y a pas meilleure place pour une bite que la poubelle. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas mettre sa bite, mais il y a tellement d'autres endroits dans lesquels on ne pense pas mettre sa bite. Guédré. Merci Guédré. Merci. Guédré qui reprend sa tournée à partir du 25 janvier à Besançon, à Bezac. Et on en profite pour rappeler le numéro d'Enfance en danger, le 119. Merci Guédré. On est toujours avec notre invité Ferris Barkat. Eh ben on va bien enchaîner. J'ai pas vraiment de transition, Ferris. On va revenir sur l'écologie, si tu veux bien. Et tant mieux. Cofondateur, donc on l'a dit, de Banlieue Climat. On parlait d'écologie politique. Alors j'ai une question un peu précise. Est-ce que, d'après toi, on peut être écologiste sans être anticapitaliste? Ah, comme ça, direct après. Sans Direct, ouais, c'est bon. Je voulais passer à autre chose. On parle de zizi, on parle de... Ok. Voilà. On peut trouver des liens si tu veux, mais non, ça va être compliqué. Non, pas de problème. Je pense que c'est pas possible parce que la définition du capitalisme, c'est d'extraire absolument tout, d'extraire à la fois les corps, d'extraire l'environnement, la nature et d'extraire même les relations qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut ressentir. Donc à partir du moment où on est dans une extraction totale, tu peux pas penser d'arrêter la guerre sans penser aux armes, tu vois. Et donc il y a une intersection entre le fait de repenser la gestion des ressources et de repenser comment le capitalisme transforme tout en marchandise et la lutte écologiste qui, par définition, s'inscrit dans une logique de c'est quoi les limites, comment on gère la maison, comment on gère notre environnement et comment on fait pour pas tout saccager, tu vois. Il y a une cohérence à avoir. Tu étais au Brésil pour la COP30. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Est-ce que justement tu t'es pas dit
c'est pas trop ma place, quoi, parce que ça va être que des gros droitards qui Ou au discutent. contraire, est-ce que ça y est, tout est réglé? Ah ouais, oui, peut-être, ouais. Genre là, je l'annonce Non. comme ça en direct. Non, mais genre, est-ce que... Vous saviez, il n'y a plus de réchauffement. Non, c'est rien qui- Comment tu t'es retrouvé là-bas et surtout, est-ce que tu as hésité à y aller en te disant, bah, de toute façon, ça sert à rien ou... T'étais dans quel état d'esprit? Ouais, on n'a pas hésité à y aller, mais on était en mode de toute façon ça sert à rien. Ouais. Mais on y va quand même parce que symboliquement c'est important qu'on y soit. Symboliquement c'est important que ce soit les gens qui sont les premiers concernés qui soient représentés là-bas. On est resté que 2-3 jours à la COP, Ouais. mais l'idée c'était juste de, à la base, apprendre auprès des populations autochtones présentes parce que c'est la soi-disant COP des peuples indigènes. On a remarqué que c'était une grosse douille parce qu'en fait, comme n'importe quel endroit, ils créent des endroits pour faire semblant avec de la représentation, du tokenisme, où on te met comme ça en décoration, et qu'en réalité, dans le fond, il y avait une zone bleue de négociation dans laquelle les populations indigènes n'étaient pas conviées, n'étaient pas accréditées, ils n'avaient même pas leur place. Donc nous, on est allés pendant 2 jours. Jour 1, on croise Anna Pilis, qui est une leader autochtone sur place, qui est en train de distribuer des tracts. Personne n'a calcul, moi non plus d'ailleurs, mais on parle un peu avec elle. Et finalement, elle nous explique que c'est chaud en fait. Ouais. La veille, elle s'est battue avec des policiers parce qu'elle ne laisse pas rentrer en zone bleue. Tout le monde dit c'est la COP des indigènes, dont Lula, alors que c'est pas le cas. Et en fait, avec des politiques de reconnaissance où ils ont créé un ministère pour eux, ils font soi-disant comme si tout allait bien, alors que non. Et donc en fait, tu recrées un rapport de domination en disant la domination est là, mais vu qu'elle est bienveillante, vu qu'on vous a un peu écouté, vu qu'on a parlé de vous, tranquille. Alors qu'ils ont toujours pas d'eau potable. Toujours pas. Il y a une surmortalité infantile sur leur territoire et ils ont pas les services publics qui demandent quoi. Donc c'est chaud. Et toi, est-ce que t'as pas eu peur justement avec Banlieue Climat d'être récupéré comme ça? De dire, bon bah regardez, on a des jeunes aussi de banlieue bien sympathiques et qui sont là en représentation, quoi, juste quoi, sur l'affiche, quoi. Si, c'est pour ça qu'on n'est pas resté très longtemps, qu'on évitait de rencontrer différentes délégations. On n'est pas rencontré particulièrement les délégations françaises de négociation du ministère des Affaires étrangères. On a rencontré presque personne, Ouais. si ce n'est certains leaders qui devaient rencontrer justement Anna pour faire un peu des ponts. Mais sinon, ouais, on se pose toujours la question. C'est toujours un peu un questionnement qu'on a de comment on évite la récupération. Et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et quand tu parlais avec Anna ou d'autres gens issus des populations indigènes, est-ce que assez rapidement dans vos conversations, l'idée d'une internationale vous venait? Ou je dis un truc qui est stupide. Non, si. Il faut qu'à l'international, on puisse s'inspirer des luttes ailleurs. Et je pense qu'eux, on est dans une situation où ils meurent. On est sur 208 leaders autochtones qui ont été tués en 2024. 211 suicidés. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je pense qu'il y avait en 2024, sous Lula, donc. Oui, Ouais. c'est ça. Non, Et donc, parce que c'est que important nous, ouais, on qu'on voit soit. Lula, quoi. Ouais, parce que moi non plus, je on nous a comprenais tous pas. raconté que à partir du moment où Lula était arrivé, en gros, il en était fini de la dictature. Non, mais c'est vrai et que tout j'imagine ça, que et- c'est beaucoup mieux. Et moi, je suis pas là pour lui tirer dessus. Mais juste dans l'état de choses, c'est quoi? C'est ok, moi, je pensais que tout allait mieux. D'ailleurs, il y a un ministère qui a été créé. Et là, elle me dit, mais c'est des autochtones de gouvernement, Ferris. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là pour effectivement faire de la décoration, mais qui, derrière, n'ont pas d'action concrète. Et donc, nous, on est dans une posture d'attente, parce qu'ils créent l'espoir. Et ça qui est très dangereux avec l'espoir, c'est que tu as l'impression que ta souveraineté ou ton indépendance ne viendra pas de la lutte, ne viendra pas de la loi, ne viendra pas d'un rapport de force, mais ne viendra d'en haut, où peut-être Lula va peut-être à un moment me tendre la main. Et donc, s'il y a une main qui est tendue, c'est qu'il y a une main qui reçoit, et à nouveau, il y a un rapport de domination qui est pas bon. Sauf que du coup, nous, on a constaté que c'était le cas au Brésil, mais c'est le cas au Canada, c'est le cas en France, c'est le cas partout. Quand ils veulent pas essayer de rétablir la justice, ils rentrent dans des rapports de bienveillance un peu chelou, mais c'est pas ça qu'on demande en fait. Donc toi, tu choisis d'aller à la base et donc tu fais des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à Banlieue Climat dans ton association? Ouais, bien sûr. Du coup, nous, on a fait une formation de 8 heures qui permet à des jeunes de se réapproprier à la fois la question écologique dans son ensemble, mais aussi sur leur territoire, un peu les spécificités en fonction de là où on va. On essaie de comprendre le territoire où on est et comment on peut essayer de faire en sorte de faire bouger les choses. Donc, il y a, par exemple, à Strasbourg, une ferme urbaine qui s'est montée. À Montpellier, on a un projet sur l'alimentation aussi qui se crée. Donc, en fonction des territoires, on adapte. Mais aujourd'hui, une fois que les jeunes sont formés, le but c'est que très vite ils deviennent eux-mêmes formateurs. C'est deviennent des ambassadeurs sur leur territoire. Donc on les ramène à Paris, on a une école à Saint-Ouen et on les forme pendant 1 semaine et demie. Et ensuite ils reviennent chez eux et ils sont en mesure de créer des structures, des assos. Là je reviens de Laval et de Lyon. Ça faisait 2 jours que j'étais parti et c'était incroyable de voir un peu les résultats. Parce que généralement il y a un truc où on aime bien avoir des résultats concrets dans la vie. Très vite. Ouais. C'est pour ça qu'on fait une Ça avance, maraude. quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on Ouais. donne de l'argent, on fait des dons. C'est vrai qu'on est dans des actions très court-termistes. Et là j'ai constaté que sur le long terme, parfois c'est un peu frustrant. Tu te dis, mais attends, t'as formé, est-ce qu'il y a un résultat à tout ça? Et là, c'était fou. On a vu à Lyon des jeunes s'organiser et monter des projets. Ils veulent monter un village dans leur quartier. Ils sont en train de lutter à travers l'écologie contre le narcotrafic dans leur quartier. On était à Villeurbanne. Ils sont en train de créer une asso. Enfin, c'est comme ça que du coup, on se dit qu'il y a des outils qu'on peut modestement apporter et ensuite ils se les réapproprient
et ils changent leur ville parce qu'à la fin, c'est à eux de gagner, quoi. J'ai vu aussi que tu avais une manière de les appâter où parfois tu dis venez, on va faire un match de foot et en fait, pas du tout. Il y a une formation derrière. Alors, dit comme ça, Putain, on m'a dit, selon mes sources. C'est pour ça qu'Emeric est là. Hein. il avait pas compris. non, mais effectivement. C'est bizarre de demander aux gens de venir, viens, on va faire du sport. Et Non, ouais, pas mais du c'est tout. non, moi je trouve ça habile. Non, mais carrément, on ruse, on ment, on manipule. Non, mais c'est Voilà. tout le projet. C'est On les assumé. tue, on les égorge. Pas jusque-là. Pas de l'abus comme ça. Non, mais. C'est mon personnage. J'ai remarqué. Effectivement, il y a vraiment ce truc-là totalement assumé de on vient vous mentir. Et donc, il y a des jeunes qui, parfois, à 8h du matin, ils viennent en crampons. Non, mais en plus, ils viennent avec le sourire. Ben oui. Mais le Avec moment un où ils maillot de captent foot. ce qui se passe et que le sourire s'efface sur leur... J'ai un petit moment où j'ai du plaisir, effectivement. mais très vite, on enchaîne en leur disant la porte, elle est ouverte. Ouais. Si vous voulez partir, repartez. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un groupe toute la journée, on va vous former, on va vous accompagner, mais c'est libre, vous n'êtes pas obligés. Effectivement, on doit un peu ruser parce que parfois, ils n'ont pas envie. Et c'est tout le principe de s'intéresser à des gens qui ne sont pas intéressés. S'intéresser à des gens qui ne sont pas intéressés ou des gens qui ne sont pas convaincus, c'est aller les chercher là où ils sont. Dans leurs trucs qui leur font plaisir, dans leur endroit, là où ils vivent. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, les récupérer. Et une fois qu'on fait ça, il faut toujours se poser la question de qui va leur parler, identification, et de comment on va leur parler et la méthode dont on va essayer d'apporter le sujet. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'innover à travers des références culturelles, symboliques qui vont leur parler. Et voilà. Non, c'est parce que justement tu parlais de mensonges et je dois lancer. Il est 18h39 sur Radio Nova et c'est vraiment pile le moment où je dois lancer une séquence de mensonges qu'on appelle ici la publicité. La dernière. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Guédré qui est resté avec nous et notre invité Féris Barkat de Banlieue Climat. On va continuer à parler des liens entre le climat, la précarité et les politiques sociales. Mais avant cela, petit détour par ce qu'il se passe de beaucoup plus grave dans le monde. La France a peur. Allez, dernière chronique pour vous préparer au réveillon de fin d'année avec cette question qui ne manquera pas d'arriver dans le débat. Et le livre de Nicolas Sarkozy, alors vous l'avez lu? Le livre de Sarko, Is the New, est-ce que vous condamnez le Hamas? C'est un classique. Alors, en revanche, je sais que votre temps est compté. Moi, je suis un professionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai lu. Et j'en suis encore bouleversé. Voilà, je dois vous le dire, je vais vous en lire quelques extraits. Disclaimer, faut être prêt. Hein. Si vous êtes trop sensible, n'écoutez pas ce qui suit, ça peut heurter. Malo, musique. En ce matin ensoleillé, alors que je traversais Paris vers la prison de la Santé, je devais bien convenir que l'impensable était arrivé. Qu'est-ce qui avait bien pu me faire tomber du mauvais côté de l'histoire? Qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement? Quel crime avais-je bien pu commettre? Je dois reconnaître aujourd'hui la profondeur de ma naïveté. Je vous avais prévenu, hein. Nicolas, Nico le naïf, hein, comme on l'appelle. Qui aurait pu prédire qu'en envoyant tes copains rencontrer un terroriste libyen, ça pourrait mal tourner comme ça? Nico le tête en l'air, Nico le romantique. Carla serrait ma main. Avec un amour et une force qui me bouleversent encore, alors que j'écris ces lignes. C'est elle... Pardon. C'est elle qui m'a permis de tenir. Je la sentais au bord du gouffre, malgré toute sa volonté. Le moment de la séparation était là. Nous ne pouvions plus le retarder. Ou l'éviter. Pardon, excusez-moi. C'est très éprouvant, hein. Très éprouvant pour moi aussi. 21 jours sans Carla. 21 jours. Pardon, putain. Allez, Je suis une éponge. Toute la détresse du monde, je la prends sur moi. Je suis désolé. 21 jours de privation, d'humiliation. Ne souhaitant ni ne sachant cuisiner sur la petite plaque chauffante de ma cellule, je me contentais depuis mon arrivée de laitage, de barres de céréales, d'eau minérale, de jus de pomme et de quelques douceurs sucrées. C'était en vérité le minimum. Wow. Quelle indignité, n'empêche. Laisser un président se faire à manger tout seul, putain, mais c'est...
En parlant de président, certains de ses amis n'ont pas flanché. Emmanuel Macron l'a invité à prendre un petit café à l'Élysée. Et ça, c'est chouette, il avait tout préparé. Pas besoin de coussin, puisqu'ils étaient assis directement sur la séparation des pouvoirs et la déontologie. C'est assez confortable quand ça soit bien dessus. Mais Nicolas a quand même hésité à y aller. Certains de mes proches m'incitaient à refuser l'invitation, arguant que son attitude avait été déloyale. Je décidai à l'inverse de l'honorer par respect pour la fonction présidentielle et aussi parce que je suis définitivement un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir par la gentillesse. Il est comme ça. Quand on pense Sarkozy, on pense gentillesse. On pense pas Karcher, brutalité, on pense douceur, chocolat chaud. Quand on pense à Nicolas, on pense injustice, on pense Victor Hugo à Jersey, on pense Nelson Mandela, on pense Joe Dalton, mais désormais, on pense aussi Alexandre Dumas, on pense Monte Cristo. Je pris une des feuilles blanches que j'avais emportées avec moi. Je m'assis sur la chaise inconfortable face à la petite table de travail. L'espace d'un instant, je me remémorais le bureau du général de Gaulle, qui avait été le mien 5 années durant à l'Élysée. Quelle nouvelle belle leçon d'humilité. Et le miracle se produisit. La première phrase est venue, suivie de bien d'autres. Je m'attelais au journal d'un prisonnier. Voilà. Bon, je vais pas plus loin parce que je vous laisse découvrir vraiment l'œuvre dans toutes les bonnes librairies, éditée chez Fayard, propriété du groupe Bolloré. Si vous ne voulez pas financer le fascisme, vous pouvez toujours garder l'argent et garder la motivation pour soutenir les familles des victimes de l'attentat du DC-10 commandité par Kadhafi. Vous trouverez toutes les infos sur Internet. Merci pour eux. Belle fin d'année à toutes et à tous et pensées particulières à celles et ceux qui sont en prison. Merci Guillaume. C'était beaucoup d'émotions en vérité. Énormément. Féris, j'ai vraiment très envie de te demander si tu l'as commandé au Papa Noël, ce livre. Pas encore. Tout à l'heure, on est toujours avec Féris Barkat, qui est le cofondateur de Banlieue Climat. Tout à l'heure, tu nous expliquais que par la ruse ou la surprise, t'arrivais à capturer des jeunes gens. Et, C'est bizarre dit comme ça. C'était plus le mensonge en réalité, mais t'as essayé de décorer. Oui. Et donc, au bout d'un moment, t'étais obligé de leur dire en fait, on va pas jouer au foot. En fait, on va essayer de vous former à l'écologie. La question que je voulais te poser, c'est quel pourcentage de gens restent et quel pourcentage dit non, je vais pas rester. Non, 100% des gens restent sur la journée de formation. Ouais. La question qu'on se pose, nous, une fois que la journée elle est finie, qui est-ce qui revient ? Qui est-ce qui va continuer à mener des projets ? Qui est-ce qui est motivé ? Et généralement, on a toujours 30 à 40%, si ce n'est 50%, de jeunes qui veulent continuer à monter des projets. Et c'est juste sur ça qu'on se base. On est allé à Laval, il y avait 3 jeunes qui étaient prêts à former. 3 jeunes qui étaient prêts à être formés, sauf que la ville, comme la plupart des municipalités, sont incapables de mobiliser les jeunes, parce qu'ils ne savent pas faire. Donc il y a une des jeunes qui est sortie, qui est allée au supermarché du coin, qui est allée partout dans la ville, qui venait, il y a une formation. Demain, il y a une formation 8h. Elle est allée les chercher. Tu imagines, t'es là, tu fais tes courses. Et t'as une petite qui dit viens parler permafrost avec moi demain à 8h. Et donc, elle a fait ça dans toute la ville. De 3, elles sont arrivées à 13 ou 14 le lendemain. Ensuite, la prochaine formation, ils étaient 25. Après, ils étaient 35 hier. Donc, c'est une dinguerie comment ils arrivent à évoluer. Et parce que à partir du moment où tu te mobilises et tu te bases sur 2-3 têtes vraiment motivées qui représentent bien l'endroit et qui sont en capacité de tout simplement aller chercher les gens là où ils sont, et t'as gagné. Donc nous, on n'est pas sur un objectif de 100% de conquis. On arrive à chaque fois à mobiliser ce qu'on a envie de mobiliser. Et ensuite, pour la suite des projets et pour la continuité, c'est comme ça qu'on crée une dynamique, on crée un mouvement avec quelques personnes et les autres, ils suivront. J'ai beaucoup lu qu'on parlait de toi comme un mec engagé, mais je crois savoir que ça t'énerve, le terme engagé. C'est juste que c'est un mot qui est un peu amélioratif et connoté positivement. Et déjà, je trouve qu'on n'est pas dans une question morale, on est plus sur une question politique dans nos vies et dans nos engagements de manière générale. Et puis, parler d'engagement, ça veut dire que la position de référence, c'est quoi ? C'est le désengagement, c'était là, tu fais rien, t'es assis sur une chaise. C'est trop bizarre. Donc, ça veut dire qu'on normalise beaucoup trop ceux qui sont dans une posture à n'en rien avoir à foutre de tout. Et je pense que c'est pas normal qu'on méliorise ceux qui font des trucs, ça devrait être normal. Et donc on devrait plutôt parler de ceux qui arrivent à être dans une forme de neutralité qui en réalité
puisque la fenêtre d'Overton se déplace à droite, ils sont juste de droite, quoi. J'allais les appeler les lâches, mais bon, c'était peut-être un petit peu too much. Il y a aussi la question qui revient, la question de la violence dans ce genre de lutte, parce qu'on l'a vu avec les soulèvements de la terre, et puis on a vu les images des forces de l'ordre, etc., etc. Toi, tu as une position un peu ambivalente, dans le sens où je t'ai entendu dire que finalement, ça fait partie un peu de l'arsenal militant aussi. Je pense que ce que j'ai dit sur la violence, il y a rien de nouveau. La question de comment on fait pour répondre à une violence, elle n'est pas révolutionnaire. Et la première étape, c'est qualifier ce qu'on reçoit comme étant une violence. C'est donc utiliser ce mot violence pour parler du prix du beurre et du poivron en ce moment, pour parler des services publics, pour parler de l'appareil productif. Donc remettre le mot violence, qui est une catégorie qui en réalité est assez occultée, parce que nous, civilisés, on a du mal à le considérer comme étant quelque chose qui est violent. Et donc en réponse, d'un coup, on peut commencer à rééquilibrer le bail en disant ok, donc la réponse peut être violente aussi, parce qu'en face, il y a de la violence. Donc nous, c'est tout ce qu'on dit. Derrière, parce que c'est moi qui le dis, ça paraît un peu surprenant et bizarre, et on a plein de retours où des gens font les choquer. Mais notre société est basée sur la violence. Après, tu montes dans une société occidentale avec un téléphone comme le mien qui a été basé sur des gosses qui sont en train de trimer dans des mines en RDC. Tout est violent. Donc il faut juste l'accepter, regarder et voir comment on fait pour y répondre. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc de qui est-ce qui parle de violence. Et quand c'est certains, ils ont le droit, parce qu'ils ont un soupçon et directement une présomption de crédibilité, et d'autres qui ont une présomption de culpabilité. Ouais, d'impureté d'office, qui fait qu'en fait, on ne peut pas parler de ça. Et je pense que nous, on essaie de réhabiliter ce concept-là, on essaie de se le réapproprier, et c'est tout. Ouais. Mais c'est tout, et c'est déjà beaucoup. J'ai lu aussi que tu avais une proposition d'Emmanuel Macron pour aller au Maroc avec lui. Sans transition, mais je voyais une petite transition quand même. Il y avait tellement un ordre dans les questions. Est-ce que c'est violent est-ce que ça décrédibilise tout ton travail? Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai foiré en fait Et t'as hésité à y aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, honnêtement, j'ai hésité. C'était au Maroc? C'était un déplacement au Maroc, c'est ça? C'est ça, c'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et donc il faisait son déplacement au Maroc, et honnêtement, bien sûr que je me suis posé la question, parce que ma grand-mère, je lui dis je vais pas avoir le roi du Maroc, elle me dit mais t'as pété les plombs quoi. À quel moment tu refuses de pas aller voir le roi du Maroc? Ça va pas. Donc bien sûr que j'avais cette envie-là. Après, comme j'ai dit, je suis bien entouré, et mon entourage il m'a bien fait comprendre que ça s'appelle de la récupération. Je suis pas un acteur déterminant des relations franco-marocaines. À partir de ce moment-là, pourquoi je suis invité? Oui. Et donc là, du coup, tu te rends compte qu'il y a un peu une douille. J'ai senti... Habile. Parfait. Merci beaucoup, Ferris. On va revenir à tout ça. En parlant d'habileté, 18h55. Oui, j'ai bien peur que tu ne nous aies pas tout dit, Ferris, sur ta vie, sur ton œuvre, sur tes engagements. Heureusement, Aymeric Lomprey est là, comme toutes les semaines. Voici ce que vous ne savez pas sur l'invité, et que même l'invité ne sait pas sur lui-même. Ferris Barkat, bonjour. Bonjour. Il est avec nous depuis le début, vraiment. Oui, bon. Alors déjà, sachez que Ferris Barkat, c'est l'anagramme de baraque à frites. Ok. Ouais. non. Cherchez pas du tout. Alors, aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité... Ça se trouve, c'est vrai. Bon, allez, c'est pas grave. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, lui non plus, j'ai eu du mal à trouver des choses. J'ai eu du mal à trouver, voilà. Alors, après, j'ai quand même travaillé, vous me connaissez, hein. Je suis un bourreau du travail, je suis un vrai... Je suis un stacono... Je suis un staconoviste. Je suis un staconoviste. Il se fout de ma gueule, ChatGPT ou quoi, là? Alors, non. Mais en allant fouiner, j'ai découvert que Ferris, mesdames et messieurs, est l'inventeur du petit bout du lacet tout dur. Ah, mais c'est hyper bien. Ouais. Vous voyez le petit bout, là. Oui, le petit bout. Pas tout le lacet, hein. Le petit bout. Ouais. Bah, c'est Ferris qui l'a inventé. Bravo. Est-ce qu'il l'a inventé avant le lacet? Putain, c'était ma vanne d'après. Alors, non. Ah, vivement ta chronique, toi. Alors, non. L'avez-vous inventé avant le lacet? Non, c'est pas vrai, c'est pas fort. Oh là là. Ah, vivement ta chronique. Non mais voilà, alors bravo quand même, bravo Ferris quand même, parce que chaque fois les invités me regardent, ils sont de gueule ou quoi. Alors, non mais c'est vrai que c'est bien utile quand même, parce qu'avant il était fort compliqué de faire repasser le lacet dans les œillets des chaussures. Et maintenant c'est simple comme coucou. Quoi? C'est simple comme coucou maintenant. Combien de temps je dois faire moi patron la chronique?
Non mais avant on était là, ah merde, va falloir que je lèche le bout du lacet afin qu'il n'en forme plus qu'un et qu'il rentre dans tous les trous de la chaussure prévue à cet effet. Et maintenant on est là, cool, je vais pouvoir changer mes lacets à volonté sans que cela ne me fasse des nœuds au cerveau. Voilà. Voilà. Bah, je vous y verrais bien, moi, écrire un truc sur le gland des lacets, c'est pas évident. Hein. Ah si, vous avez déclaré dans Choose Magazine, le magazine des chaussures et des choix, j'ai eu... C'est pas la chronique principale, hein. Ça, c'est pas bossé. Vous avez déclaré, j'ai eu l'idée du gland de lacet le jour où j'en avais marre de galérer à repasser le lacet dans les œillets des chaussures. Ah, j'avais déjà dit ça, par exemple. Ah si, vous avez déclaré dans Télé de Choose, je réfléchis à en faire de couleurs différentes. Il dit oui. Quelle couleur il y aura? En tout cas, on vous les conseille de pas le faire en marbre, sinon les chaussures seraient bien trop lourdes. Il m'avait prévenu, hein, il m'avait dit bon. Je t'avais dit, celle-là, je l'ai pas travaillé. Alors, non, mais dites, je vais mettre un peu d'enjeu. Mais dites, monsieur Barkat, vous diriez qu'il y a combien de lacets dans le monde? Et surtout, pourquoi les chaussures à scratch n'ont pas pris le dessus sur les lacets? Sachant que c'est quand même beaucoup plus pratique et plus cool. Surtout quand tu croises les scratchs. Regarde, j'ai croisé mes scratchs. Cool, JB. Tu veux qu'on aille au Cinoche, ou à la Pistoche, ou à la Médiatécoche? En tout cas, merci beaucoup, monsieur Barkat, pour cette invention. Quant à moi, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et moi, je vais en prendre, il m'en faut. Merci. Oh, Émeric Lompré, très beau travail. Car c'est un travail. Tu mériterais presque une carte de presse. Gilles Boulot a une carte de presse. Je sais pas pourquoi t'as pas de carte de presse. Le monde est fou. Le monde est zinzin. Il y a même marqué chanteur sur ma fiche Wikipédia, vous vous rendez compte? D'ailleurs, pause musicale. Je vais vous chanter un petit David Charvet. Vas-y. C'est le moment où tu dois m'interrompre normalement. Should I leave? Should I stay? Should I... Ouais, vous connaissez pas David Charvet? Voilà. Allez, passe ta musique Voilà. là alors, d'accord. Allez, Les gens n'ont aucun goût. Guillaume, on va laisser le groupe américain Electric Guest s'occuper de la partie mélodieuse et musicale pour des raisons évidentes de sécurité. Voici le titre Play Your Guitar. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité Féris Barkat de Banlieue Climat. Et il est 19h03, c'est le moment de parler un petit peu philosophie. Michel Onfray n'est pas disponible parce qu'il est dans un autre multivers. Raphaël Enthoven est à un comptage de femmes voilées. Heureusement, la meilleure est avec nous, Alice de Rochechouart. Merci. Merci pour la comparaison avec Onfray Enthoven, c'est toujours un plaisir d'offrir. Alors, l'autre jour, j'étais en train d'errer sur Instagram et juste après une vidéo de promo pour les chroniques de Saint-Roustan, oui, Pierre-Emmanuel, on va l'acheter. On va l'acheter. Okay. Et bien, je suis tombée sur cette pépite de Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale de Macron. Je sais qu'il y en a qui savent de quoi je vais parler. Donc, ancien ministre de l'Éducation nationale de Macron, qui a quand même un beau bilan, hein, parce qu'il a créé Parcoursup, il a géré l'école pendant le Covid en direct d'Ibiza, et il a répandu le terme d'islamo-gauchisme. Oui, c'est lui, donc pas mal. Et lors d'une interview sur RTL, il a raconté avoir créé une chanson que je vous propose d'écouter. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature. Heureux comme avec une femme. Voilà, donc... Oui. Oui, non mais c'est vrai, voilà. Histoire, bien sûr. Vraie histoire. Alors, clairement, je pense qu'il est bien parti pour les victoires de la musique, hein. Catégorie musique urbaine. Et attendez, c'est pas tout, parce qu'il précise que les paroles, c'est un poème de Rimbaud, et la musique, c'est de l'IA. Donc, on est sur une création originale niveau Gad Elmaleh, quoi. Voilà. Et il est super fier. Alors qu'en fait, c'est la honte, non? C'est quand même... c'est l'archoma, comme dirait Bruno Retailleau. Hein. Et c'est fou, ces gens qui n'ont honte de rien. Comme Sarko, qui raconte qu'il ne sait pas se faire cuire un œuf. Et Guillaume vous l'a pas dit, mais un peu plus loin dans le livre, parce que moi aussi, je me suis infligé la lecture, il explique qu'il n'arrive pas à composer 10 chiffres sur son téléphone, que c'est un parcours du combattant. Voilà, il dit ça aussi. Et...
En fait, quelqu'un de normalement constitué, il veut garder ça secret jusqu'à sa mort, quoi. Je sais pas, moi, mon Skyblog, je l'ai supprimé, moi, tu vois. Mais eux, leur vie entière, c'est un Skyblog, quoi. BG Macron du 7-5. Voilà. Et tout ça, ça m'a donné envie de vous faire une petite philosophie de la honte. Alors, on commence avec Sartre, qui imagine une scène où quelqu'un espionne ses voisins par le trou de la serrure et se fait surprendre. Alors, il ressent un fort sentiment de honte. Et pour Sartre, on a honte parce qu'on se confronte au regard d'autrui et qu'on se reconnaît dans le jugement qu'il porte sur nous. On se sent comme une grosse merde, quoi. La honte est alors une émotion de souffrance, de rage envers soi-même qu'on éprouve à travers le regard des autres. On a honte parce que notre comportement a transgressé les codes sociaux, les normes. La honte n'est donc pas seulement individuelle ou intérieure, elle est sociale et même politique. On a honte parce que la société nous dit que nous devons avoir honte de certaines choses qui sont jugées comme déshonorantes. Par exemple, le fait d'être pauvre ou d'avoir été violé dans la société contemporaine qu'on adore. Et c'est ça qui explique que certains, comme Blanquer ou Sarkozy, n'ont jamais honte de rien. C'est parce qu'ils sont au summum de la domination, du mépris et de l'autosatisfaction. Alors, est-ce qu'il faut tenter de nous débarrasser, nous aussi, de notre honte ? Non, car comme le montre le philosophe Frédéric Gros, pour avoir honte, il faut avoir une certaine boussole morale et une lucidité. Ne pas être bouffi d'autosuffisance. Faut pas être macroniste, quoi. Ou fan de Marie sans filtre. Et nous avons encore cette boussole morale. C'est pour ça que, même si eux n'ont pas honte, nous avons honte pour eux. Nous avons honte pour eux lorsqu'ils défendent des agresseurs et nous traitent de sales connes. Nous avons honte pour eux quand ils maltraitent les plus vulnérables et refusent de faire payer les riches. Nous avons honte pour eux lorsqu'ils soutiennent des génocides et laissent mourir des exilés en mer. D'ailleurs, le jeudi 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et des migrantes. Alors ne manquez pas, il y a une marche des solidarités et une grève antiraciste. Nous avons honte du monde. Nous avons honte de ce qu'ils font de notre monde. Nous avons honte parce que nous affirmons que les choses devraient être autrement. La honte peut donc devenir un moteur politique. La honte tristesse qui nous accable dans la solitude peut devenir une honte colère, une résistance collective face au pouvoir et à l'injustice. La honte peut devenir dynamite, une marque de solidarité qui fonde une communauté politique et ouvre à la révolte. C'est exactement ce qu'écrivait Karl Marx. La honte est un sentiment révolutionnaire. Si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion prêt à bondir. Alors, chaque fois qu'ils n'auront pas honte, chaque fois que Sarkozy nous parlera de ses yaourts sans parler des millions d'euros qu'il a reçus d'un terroriste, chaque fois que Laurent Wauquiez stigmatisera les assistés tout en faisant des repas à 100 000 euros d'argent public, chaque fois que le PS se prétendra de gauche tout en votant avec la Macronie, ayons honte pour eux et transformons ça en révolte. Et bien sûr, en chantant tous en chœur l'hymne de la honte. Je ne parlerai pas, je ne penserai Mais l'amour infini me montera dans la rue. Je la connais par cœur en vrai. Je vois ça. Bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Merci beaucoup Alice de Rochechouart, featuring Rimbaud, featuring Jean-Michel Blanquer. Merci Alice, on peut te retrouver en podcast, le podcast de l'émission, et tu as toujours ton podcast Fil d'actu, Ouais. P-H-I-L comme philo. On est toujours avec Féris Barkat de Banlieue Climat, et Féris, oui, toujours, et de la Sorbonne. Je ne l'ai pas précisé, mais tu enseignes à la Sorbonne. Effectivement. Est-ce que c'est pas trop la classe, ça ? Ou pas, je sais pas. Si, de fou. Moi, j'étais trop content. Parce que j'ai quitté l'école très tôt, donc j'étais content d'y retourner. Et alors, qu'est-ce que tu enseignes Comment tu as eu cette proposition et qu'est-ce que tu enseignes là-bas ? Et combien tu es payé ? Carrément. 43,50 € de l'heure. Allez. Mais c'est pas pour ça. L'objectif, c'était quand même de retourner. Parce que moi, j'aimais trop l'ambiance universitaire. Donc, c'était un truc trop cool de pouvoir y retourner. Et de me mettre aussi dans une logique de OK, là, le fond, j'ai l'occasion de le travailler plus en profondeur parce qu'on donne un cours sur la question de la violence. Et justement, comment la violence vient pas toujours toute seule, mais vient toujours accompagnée. Les visages de la violence, c'est quoi ? C'est au début, tu as un truc et tu n'arrives plus à voir que tu le vis. Et c'est tout ça l'intérêt du cours, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Parfois, il y a juste des gens qui font des études pour dire que la violence n'existe pas, ou des gens qui vont pas écouter les premiers concernés. Et donc là, c'est toute la question de la mutate théorie. C'est des théories qui expliquent qu'en gros, l'espace public est tellement censuré et normé que du coup, quand tu vis une violence, les subalternes, c'est beaucoup les subalternes studies pour la décolonisation en Inde ou quoi, qui montrent comment des premiers concernés n'arrivent même plus à parler de ce qu'ils vivent parce que des représentants parlent pour eux. Et puis parfois, il y a des moments où juste
bah, la violence, elle arrive et elle paraît tellement naturelle. Par exemple, la prédation de l'homme sur la nature, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, en fait, ok, c'est logique que l'homme prédate son environnement. Alors que tu vas au Brésil, ils vont te dire, bah non, moi, la rivière là-bas, c'est ma cousine, en fait, donc j'ai pas envie de lui faire du mal. Ils vont me dire, ah ok, donc il y a d'autres manières, d'autres cosmologies qui existent, et tu vois qu'en fait, le rapport de domination, il a été naturalisé. Les hommes sur la femme, c'est des structures, c'est le patriarcat, tu vois. Sauf que tout ça, c'est des trucs qu'on voit pas forcément, et du coup, on essaye de remettre des concepts là-dessus. Et puis la troisième étape de la violence, c'est quand elle fait partie de ton identité, c'est que l'aliénation la plus totale, c'est que tu es attaché à cette violence-là parce qu'elle fait partie de ton histoire. Mon père, il est dans la même usine depuis 25 ans, bah, il est convaincu qu'il sait faire que ça. Et limite, ça fait partie de son identité de se la buter au travail. Et ça, c'est un moment où la violence, d'un point de vue identitaire, tu l'as tellement incorporé, c'est le capital symbolique de Bourdieu, c'est que ça devient normal. Et donc, on essaie d'analyser un peu tout ça, et j'ai des L2, ça se passe trop bien, 17h à 19h. J'aime trop. Impeccable. Voilà. Et on les embrasse. Ils ont de la chance de t'avoir comme prof. Merci à toi, Féris. Et merci Alice. Merci Alice de Rochechouart. Restez avec nous. Après tant de choses intéressantes, il faut absolument compenser avec l'inverse. Désolé, ça s'appelle la publicité. Allez-y. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Alice de Rochechouart qui est restée avec nous. Et Féris Barkat de Banlieue Climat. On va continuer à parler avec toi, mais on parlait de violence juste avant la publicité. Et c'est l'heure, bah oui, de retrouver celui qui est doux comme un agneau. Un agneau avec une scie sauteuse. Pierre-Emmanuel Barré. Bonsoir. Mais oui. C'est la dernière. C'est la dernière. La dernière de 2025. Et à cette occasion, j'ai décidé d'enfin vous dévoiler ma vraie passion, la ventriloquie. Salut les gauchistes. Oh, bonjour Girafon. Waouh, la vache. Qu'est-ce qu'il y a, Girafon? T'avais raison, ils sont super moches. Mais non, Girafon, j'ai jamais dit ça. Si, t'as dit ça. Et t'as dit aussi que tu voulais que Guillaume Meurice y perde au prud'homme pour prendre sa place, vu qu'il est encore moins drôle que Charline Vanhoenacker. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça. Tu dis ça tous les jours, et tu dis aussi... Mais qu'est-ce que ça sent? Ça sent un mélange de sueur, de bière, de vieille bite. D'où ça peut bien venir? Oh, c'est bon, j'ai trouvé, laisse tomber. Ouais, c'est Aymeric. Non, c'est Juliette. Non, Girafon, non, ça c'est non, excuse-toi. Pardon, Juju. C'est bien, Girafon. Tu sens ni la sueur, ni la bière. Bon, Girafon, t'avais un peu le trac en loge avant, ça va maintenant? Non, j'ai peur. Mais de quoi t'as peur? De tout. Oh là là, j'ai peur de tout. C'est vrai? Non, j'imite Harry Habitant. Et toi aussi, on dirait, je t'ai jamais autorisé à mettre ton bras dans mon cul. Attends, tu sais c'est quoi sa couleur préférée à Harry Habitant? Le violet. Le violet. T'as compris? C'est parce que c'est... Oui, j'ai compris. Merci, mais tu peux pas dire ça. Il y a eu non-lieu. Ouais, il y a eu non-lieu. Elle a dit non et ça a eu lieu. Oh, Girafon, arrête. La justice a tranché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu penses qu'il faut le cancel, Harry Habitant? Bien sûr. Il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? 1, 2 et 3. Coco, les visiteurs 3 du commu président. C'est pas une filmographie, c'est un casier judiciaire. Faut le foutre en tôle. Alors pour toi, Girafon, il faut pas séparer l'homme de l'artiste. Bah si, on peut si tu veux, mais bon, quand tu coupes une merde en deux, ça fait 2 morceaux de merde. Girafon, tu peux pas tout juger sévèrement comme ça. Il y a des gens qui aiment bien ce qu'il fait, la preuve. Son spectacle était complet. Ouais, c'est un peu bizarre. Un mec qui se réveille un matin, qui se dit, tiens, si j'allais apporter mon soutien moral et financier à un type accusé de viol, à mon avis, le vieux réac facho qui va voir Habitant, il pense aussi qu'il faut arrêter de s'acharner sur Depardieu, que les féministes, elles sont trop radicales. Et cette année, il a envoyé un petit texto d'anniversaire à PPDA. Et PPDA, il a répondu « Merci Manuel Valls !» Girafon.
Girafon. C'est vrai, il était au spectacle d'un réhabitant, mais on dit rien sur les ministres de l'Intérieur, hein, tu sais. C'est des gens très fragiles, ils ont le procès facile. Oh. Je vois, tu parles de Laurent... Chut, chut, chut. Ne dis pas son nom. Pourquoi? C'est Voldemort. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est pas content? Il va porter plainte contre une peluche. Il va me mettre des menottes. Je m'en fous, j'ai pas de bras. Viens me chercher, espèce de vieux bol de jus de cul. Girafon, non, Girafon, pardon. Non, pardon. C'est son clown, c'est un personnage. C'est bon, t'es calmé, Girafon. Tu vas être gentil. T'es sûr? Il y avait aussi Brigitte Macron, la gueule. Girafon, c'est ta dernière chance, pas de vulgarité. Hein? Quand même, on peut parler du privilège bourgeois, hein, parce que la Brigitte, elle insulte les féministes, après, elle a même pas besoin de s'expliquer. C'est son entourage qui répond à la presse. À force d'avoir 3 femmes de ménage, une cuisinière, 2 chauffeurs, 4 secrétaires, tu peux plus rien faire tout seul. Quand la fille de Brigitte a crié « Maman, aïe !» Brigitte a crié « Bernadette, aïe !» Après, Bernadette a crié « Maria, aïe !» Et Maria, elle venait torcher le cul à Tiffaine. Je connais des tétraplégiques plus autonomes que Brigitte. Écoute, Girafon, c'est un peu facile. Tu cries que tu fais la morale à tout le monde, mais c'est quoi ta solution pour lutter contre le sexisme, la culture du viol, la domination bourgeoise? Je peux le dire, la solution? Je sais pas, Girafon, ça dépend. La révolution! Non, tu peux pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci Girafon. De rien. Merci beaucoup. Et il y a Pierre-Emmanuel Barré aussi qui était là, mais surtout Girafon. Qui a tout fait. Pierre-Emmanuel qu'on peut retrouver en tournée dans toute la France, au Bataclan, à Paris au printemps. Et en librairie, les chroniques de Saint-Roustan. Mais non. Incroyable, on est toujours avec Féris Barkat et on parlait justement de violence. On va parler de ministre de l'Intérieur, on parlait de violence juste avant et je voulais parler de la violence que toi tu reçois. Parce que comme évidemment tu ouvres ta gueule sur les réseaux sociaux et tu es assez présent médiatiquement, tu reçois aussi toi des messages de haters. Comment tu gères ça? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du on est préparé à ça. C'est une lutte, c'est un combat, donc c'est logique. Et il y a un peu les deux faces d'une même pièce qui sont problématiques. La question des insultes et des menaces, on y est préparé. Enfin, on n'est pas préparé, on n'est jamais prêt à se recevoir autant d'insultes, des trucs en masse. Mais je pense qu'il y a un côté de... on se bat pour ça, et on sait qu'en face, ça va déplaire. Sauf que, d'abord, il faut comprendre qu'on est une asso. On est une association, c'est-à-dire qu'on a besoin de subventions, on a besoin d'exister. Donc on ne peut pas forcément aller parfois aussi loin qu'on le voudrait. Comme certains... Je vois. Tu veux dire parce que tu parles au nom d'autres personnes, c'est ça? Mais oui, c'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des jeunes, 1000 jeunes formés, ces 1000 jeunes formés, il faut qu'on puisse continuer à avoir des signatures avec les municipalités, qu'ils achètent la formation, qu'on puisse rémunérer des jeunes. Donc il y a aussi un rapport de comment on fait pour bien se positionner, et c'est important de savoir préserver sa structure. Et en même temps, donc c'est pour le côté insulte, et puis l'autre face, c'est le côté plus parfois... starification qui peut être problématique parce que nous on parle de collectif et on parle pas que d'individualité. Juliette? Non, parce que c'est une chose qui est frappante avec toi, Féris. Déjà, tu dis que tu es porte-voix et pas porte-parole. Tu dis tout le temps on. Je t'ai très rarement entendu dire je, et tu te méfies de la surincarnation, ce qui est vraiment très très rare, mais vraiment dans tous les métiers. Est-ce que c'est Émeric, est-ce que c'est une discipline épuisante? Parce que c'est tentant, en fait, quand tu as quand même beaucoup de gens autour de toi qui te disent que tout ce que tu dis, c'est formidable. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est épuisant là-dedans, c'est devenu un réflexe maintenant. On est tellement en collectif tout le temps, même parfois je dis on pour tout et n'importe quoi. On a perdu le passeport au Brésil. Non, je l'ai perdu. Non, mais c'est vrai, en plus j'ai eu un passeport d'urgence et j'ai failli le reperdre une deuxième fois, le passeport. J'ai fait n'importe quoi. Donc du coup, il y a un truc où je dis on pour tout, et généralement pour les trucs où vraiment je foire, ils disent parle en ton nom s'il te plaît frérot. Et pour le reste, ils acceptent l'eau. Non mais je pense qu'il y a un truc où c'est devenu tellement mécanique que c'est pas une discipline particulière. Par contre, ce qui épuise, c'est le fait d'avoir toujours la bonne posture vis-à-vis des gens que tu représentes. J'étais récemment à Gennevilliers et une maman qui vient me dire
Beldilia Gelbi, c'est en Delija marocain, c'est tu m'as réchauffé le cœur, tu m'as soulagé. Parce que tu as mis des mots sur des choses et ça m'a soulagé ce que tu viens de dire. Et moi, je vais dire, mais tata, je suis quoi? Je suis une bouillotte, moi, déjà, pour te réchauffer. Et après, avec tout le respect, il faut aussi remettre un peu dans le contexte le fait que je suis pas là pour représenter tous les Arabes de France, en fait. Je suis pas là pour représenter tous les gens issus de l'immigration. Et donc, parfois, il y a ce truc-là où moi, le on, c'est aussi une carapace et c'est une protection pour me dire que il n'y a pas de je représente, c'est on représente. Et le but, c'est que mon visage, on le voit moins et que les 1000 jeunes qu'on voit, ils puissent envahir les espaces, la politique, l'espace médiatique, partout. Et ça, c'est un combat et c'est une discipline qu'on essaie de maintenir. Et j'ai l'impression que, vu que j'ai un entourage qui est assez formidable, des gens qui pourraient partir à la guerre pour moi, qui sont toujours là présents, qui me disent quand ça va pas et quand ça va, mais qui sont pas en mode on t'accepte comme t'es ou je sais pas quoi. Ils essaient vraiment de faire en sorte que je m'améliore tous les jours. Ça fait que le on, je le porte sans trop de difficultés. Merci Ferris. Merci. Elle va quand même nous réchauffer le cœur, celle qu'on va écouter. Parce qu'il y a du boulot, on va pas se raconter d'histoire et pourtant, les histoires, elle adore ça. Vous l'avez reconnue, c'est Juliette Arnaud. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Merci. Amine Kessassi, 22 ans, militant écologiste engagé à Marseille, notamment contre le narcotrafic, avait un frère de 20 ans, Mehdi. Mehdi a été assassiné le 13 novembre 2025 de 6 balles dans le thorax. Amine Kessassi vient alors, quelques jours plus tard, témoigner à la télévision. Il dit plein de choses. Entre autres, il dit « Mon petit frère n'était coupable que d'une seule chose, c'est d'être mon petit frère. » Déjà, c'est terrible. Mais la suite est pire. Il ajoute « Donc, la part de culpabilité que je porte est énorme. » Incontestablement, Amine Kessassi n'est ni coupable ni responsable. Mais bien sûr qu'Amine porte de la culpabilité. Et c'est pile l'inverse de ce que fait le personnage d'Agatha Wiggs, interprétée par Claire Danes, dans la mini-série The Beast in Me, la bête en moi, créée par Gail Brother. Agatha, le personnage, elle est endeuillée elle aussi. Il y a quelques années, son petit garçon est mort dans un accident de voiture. Et depuis, Agatha s'est convaincue que le conducteur de la voiture coupable était ivre au moment des faits, ce qui n'est pas prouvé, et qu'il est donc responsable. Depuis le fatal accident, Agatha vit seule. La tragédie a eu raison de son couple avec l'autre maman du petit garçon. Cette femme s'appelle Shelley. Et Shelley lui annonce, au début de la série, que peut-être elle est au moment où elle parvient à peindre de nouveau. Et nous, spectateurs, on sait qu'Agatha, elle, n'arrive pas à écrire son nouveau livre. Shelley tente d'endiguer la rage de son ex, d'Agatha. Elle lui rappelle que « sometimes », bad things just happen. Parfois dans la vie, il y a juste des trucs dégueulasses qui arrivent. Et que ça existe, les coups du sort, la fatalité. Mais voilà, Agatha, elle est au moment de son deuil, de sa colère, de sa rage, où elle ne peut pas entendre ça. Agatha, on dirait Alceste dans le Misanthrope de Molière, quand il dit « Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre ». Agatha, comme le perçoit son dangereux voisin, est animée par ce qu'on appelle la soif du sang. Elle est même prête, sans en avoir conscience, à créer l'irréparable pour obtenir sa réparation. Le fera-t-elle ou pas? Je ne vous dévoilerai rien. Oh, elle est mauvaise. Alors, pour me faire pardonner, je vais vous dévoiler l'irréparable de Clytemnestre, parce que son histoire est racontée depuis des siècles, et particulièrement bien par Échille, dans la pièce Agamemnon, moins 458 avant Jésus-Christ, traduit très récemment par une femme qui s'appelle Florence Dupont. Clytemnestre, elle aussi, c'est une femme en deuil. Son enfant, la toute jeune Iphigénie, est morte. Juste avant la guerre de Troie, pour que la guerre de Troie ait lieu, Iphigénie a été sacrifiée parce que les dieux le demandaient. Le chœur, dans la pièce d'Échille, Agamemnon, dit « Agamemnon alla jusqu'à sacrifier sa fille, le sang de sa fille baptisa les navires. » Mais c'est OK, c'est OK. Le chœur le rappellera au cours de la pièce. Zeus est la cause universelle. Zeus est l'acteur universel. C'est la règle du jeu de la vie des humains. Quoi qu'il, c'est la faute de Zeus. OK ?
Les Grecs triomphent de Troie après 10 ans d'une guerre atroce et le mari de Clytemnestre, Agamemnon, alias le roi des rois, revient chez lui en Grèce sur l'air de « Nous sommes l'armée des survivants, accueillez-nous avec douceur et bienveillance ». Et effectivement, Clytemnestre lui déroule un tapis rouge, même s'il ramène avec lui une prisonnière avec qui il entretient des rapports bibliques sans doute non consentis. C'est un viol. Clytemnestre propose un bain à son mari et là, elle le bute à coups de couteau. Face au cœur, Clytemnestre évoque son crime. Elle dit « Le sang jaillit de sa blessure, il m'arrose d'une sombre averse, d'une rosée sanglante. Elle a la douceur des perles de pluie sur les jeunes épis de blé. » Comme vous pouvez le constater, et comme le dirait Ragasonic, Clytemnestre est aiguisée comme une lame, pointue comme un couteau, chauffée comme une flamme, puissante comme un char d'assaut. Non, ça va pas m'aider. Calme-toi. Merci, Malo. Clytemnestre, face au cœur, dit aussi « Vous cherchez à comprendre qui je suis, vous pensez que je suis une femme impulsive. Moi, je parle avec sang-froid, devant des gens qui connaissent ma situation. Tu peux me condamner ou m'approuver, cela ne changera rien. En ce qui me concerne, je ferai préciser sur ma pierre tombale, contrairement à Pascal Obispo, elle savait que tout était marqué dans les livres. » Merci Juliette Arnaud. Merci Juliette, qu'on retrouve en podcast. Et sur Instagram, on peut te suivre, Juliette Arnaud, Pénélope. Je prends juste quelques petites secondes pour faire la promo d'une émission qu'on adore, qui s'appelle La Matinale de la Nuit, présentée par Aymeric Lompré, qui sera, on m'a dit, donc mardi à 22h comme d'habitude, en direct vidéo. Mais non. Mais non, mais oui. Mais oui. En direct vidéo sur YouTube. Tu as le thème ? Quel est le thème de l'émission ? Oui, le thème, c'est les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. C'est les cadeaux de Noël. Et est-ce que tu as le numéro du standard où les gens peuvent appeler pour... C'est le 2. Le 2, voilà, vous tapez sur le 2. Là, c'est le 01 53 33 33 77. Génial, merci beaucoup. Merci La matinale de la Guillaume. nuit, Aymeric Lompré, on peut l'applaudir pour toute son œuvre. Il est partout, cet homme-là. Allez, on va faire une petite pause musicale. Ferris, t'aurais envie d'écouter quoi comme musique là maintenant ? Paf, tu t'attendais pas à la question. Waouh, Jul. Jul, eh ben c'est exactement ce que Juliette a prévu. Alors là, ça tombe hyper bien. C'est vraiment super bien foutu. Radio Nova, Jul, impeccable. Puisqu'on va écouter la chanteuse Soul Lady Ray, découverte par la reine Missy Elliott quand même. C'est pas mal. Mais oui. Voilà. Dans un titre de 2016 qui évoque un autre type de culpabilité, celle qu'en amour on refuse parfois de porter. Et je pense que la dame, elle a bien raison. Guilty. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Ferris Barkat de Banlieue Climat. Il est 19h35 et c'est l'heure de notre séquence l'invité de l'invité. Vous avez l'habitude, c'est l'invité qui a choisi. Et aujourd'hui, merci d'accueillir chaleureusement parmi nous Othman Taibi. Salut Othman. Salut tout le monde. Bienvenue à toi et merci d'être là. Merci d'avoir beaucoup pour accepté l'accueil. l'invitation du coup de Ferris et la nôtre. Donc tu es formateur aussi, donc Banlieue Climat également, même association. C'est ça. Et tu es formateur à Strasbourg. On a déjà parlé un petit peu du job de formateur, en quoi ça consiste. Alors toi, tu as une spécialité, tu t'intéresses beaucoup à la réinsertion post-prison. C'est ça. Donc j'espère déjà que tu as lu le journal d'un prisonnier. Je dis quoi là, C'est pas un vrai prisonnier. Voilà. Il est surtout déjà bien inséré. Ouais. Quelle est ton action concrètement ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est ton action sur les prisonniers, du coup, enfin les ex-prisonniers, j'imagine. Moi, tout d'abord, bonjour à toutes et Ouais. à tous. Merci déjà de m'avoir invité. Merci Othman. Et moi, mes actions concrètes pour la réinsertion, tout ce que j'entreprends, là, je suis sur un projet d'ouvrir une association, créer ma propre formation sur la réinsertion, pour pouvoir aider les jeunes de banlieue à avoir leur mot à dire, à trouver leur voie dès le plus jeune âge, vu qu'on n'a pas toutes les aides pour tout ce qui est dans le monde professionnel dans les banlieues. On est souvent mis à l'écart. Moi, j'ai donné un nom de groupe que je donne à ces personnes-là. Je les appelle des personnes invisibles. Moi qui faisais partie de ces personnes invisibles, moi je pensais ne pas avoir le droit à la parole, à tout ce que je fais maintenant. Mais grâce à Banlieue Climat et Sana et Ferris, ils ont pu m'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans le monde professionnel. Et maintenant, j'ai la force pour aider les jeunes de banlieue et c'est devenu ma priorité. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça devient mon combat prioritaire. Et comment tu les as rencontrés alors ? Moi, tout d'abord, ça part de... J'étais incarcéré avec mon ami d'enfance, Aymen, qui est mon collègue aussi chez Banlieue Climat. Ok. Lui, il est sorti avant moi et il a eu l'occasion de rencontrer Ferris
grâce à un autre ami à nous. En fait, c'est que des liens, liens sur liens, liens sur liens. Et mon ami Aymen a rencontré Ferris. Ils ont beaucoup échangé. Aymen a beaucoup admiré le travail de Ferris, a validé son projet sur lequel il voulait qu'on participe. Du coup, moi, j'ai échangé un peu avec Aymen. J'étais encore incarcéré. Aymen, mon collègue, m'a prévenu que j'ai trouvé une voie pour nous qui peut nous aider, qui peut nous donner la lumière dont on en a besoin, nous, les jeunes de banlieue. Et dès que je suis sorti, je suis allé les yeux fermés. J'ai rencontré Ferris, Sana, les cofondateurs. Ils m'ont tendu la main et m'ont monté à un stade où je suis là maintenant devant vous. Bah là t'es au top. Hein. Là, la dernière Radio Nova... Pour moi, c'est le top. Et alors, est-ce que le projet que tu es en train de monter, est-ce que c'est le projet qui a un rapport avec la cuisine? C'est ça? Totalement. Okay. En fait, la cuisine, c'est un métier où la plupart des jeunes aiment la cuisine, aiment manger. Ouais. On doit manger pour vivre aussi. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait une plaque chauffante. Désolé, je fais une petite obsession là. Toi, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, ouais? En fait, moi, j'ai mon père qui est traiteur sur Strasbourg. Et j'ai ma mère qui aime beaucoup la cuisine traditionnelle de chez nous, la cuisine marocaine. Du coup, j'ai toujours baigné dedans, que ce soit avec ma mère ou mon père. Mais elle te l'a appris? Ben, depuis petit, je tourne dans la cuisine, je goûte, je mets mon doigt. Oui. J'aime bien. J'ai toujours aimé, en fait, notre cuisine marocaine qui est l'une des meilleures. Et voilà, après, j'ai pris goût. Je me suis retrouvé incarcéré, comme je vous l'ai dit. Et quand on est incarcéré, on n'a pas de personne qui nous fait à manger. Ouais. On est livré à soi-même avec notre plaque chauffante, comme tu dis. La fameuse. Et là, donc, tu fais des ateliers, tu organises des ateliers, c'est ça? C'est ça, là, j'organise des ateliers. Les dîners du climat, ça s'appelle. J'en ai organisé un, le premier avec un magistrat de Bobigny, Youssef Badr. Ouais, ça, c'est intéressant. Il y a un magistrat qui est venu. C'est ça. J'ai un groupe de jeunes de Saint-Ouen qui sont un peu égarés, on va dire. Pas spécialement, mais qui savent pas où ils veulent aller. Du coup, j'ai organisé cette rencontre avec mes collègues de chez Banlieue Climat. On a organisé cette rencontre pour pouvoir créer un échange entre un magistrat et les jeunes de banlieue. Autour d'un dîner? Autour d'un dîner que j'ai préparé moi-même. Allez. Impeccable. Impeccable. Et ouais, ça donne envie. Mais du coup, ça donne envie aussi de vous aider. Comment, nous, en tant que citoyens lambda, on peut vous filer un coup de main? Bah déjà, en nous donnant la lumière, déjà, c'est un gros coup de main, un gros coup de pouce. Mais un citoyen lambda, il peut venir et on fait beaucoup d'actions, que ce soit dans les formations, dans la cuisine, un peu les actions humanitaires. On fait beaucoup de choses qui peuvent... Et les gens, nous, on est ouvert à tout le monde, en fait. C'est ça, si tu as envie de t'y mettre avec nous à fond, à 100%, la porte est grande ouverte. On ne juge pas, on n'est pas là à regarder si un tel est bon pour ça ou un tel est bon pour ça. Nous, on accepte les bras grands ouverts, tout le monde. Et est-ce que tu aurais, toi, un projet d'avenir, genre ouvrir un resto ou ce genre de choses? Ben, moi, je suis en train de travailler sur mon projet. J'ai repris l'école, même pour une école d'entrepreneuriat, pour plus avoir les bases d'un entrepreneur, pour avoir bien les... L'URSSAF, tout ça, quoi. Voilà, un peu chiant, La formation bien comme il faut. Je suis sur un projet de chaîne de restauration traditionnelle marocaine et végane. Du coup, moi, j'ai mélangé mes deux mondes, le monde de l'écologie et le monde marocain, ma tradition. J'ai fait qu'un avec les deux. Et maintenant, je m'entraîne pour faire plusieurs plats traditionnellement marocains et véganes. Trop bien. Merci beaucoup. On peut t'applaudir. Merci. Othman Taïbi. Et au plaisir de se recroiser et de manger avec toi. Avec grand plaisir. Merci d'être venu nous voir. Allez, en attendant qu'on remplisse les prisons de publicitaires qui nous arnaquent à longueur de ce qui suit, de la propagande commerciale, c'est maintenant, c'est la publicité. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova. La dernière, Juliette Arnaud, Émeric Onfray, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, Ferris Barkat, activiste, militant, poète également, exactement comme celle qui nous a rejoint, dans un autre style. Disons que pour ouvrir les chakras, elle est plus efficace que le poppers. C'est Douli. Moi, ça va. Alors, mes petits culs, c'est ma dernière chronique 2025. Et dans les couloirs de Nova, on m'a dit, Douli, tu vas faire un petit bilan de ton année? Absolument pas. Je déteste les bilans, même les bilans sanguins. À chaque fois, t'es déçu. Tu te dis, bon, bah voilà, super, j'ai encore fait de la merde.
Vous savez combien de fois on m'a dit, Douli, tu devrais voir un psy, ça pourrait te faire du bien, un petit bilan. 600 fois, on me l'a dit 600 fois. Voilà. Si à chaque fois qu'on m'avait conseillé d'aller voir un psy, j'avais planté un arbre, aujourd'hui je serais le premier fournisseur d'IKEA. Les bibliothèques Billy s'appelleraient Douli. C'est hyper vexant. J'ai rien contre les psys, mais moi c'est pas mon délire. Voilà. C'est comme les escape games. Escape game, je sais même pas le prononcer. Non, Joséphine, ça ne m'amuse pas de lâcher 50 balles pour rester enfermé 1 heure avec toi et t'entendre hurler. Mais c'est super simple, faut faire correspondre les formes avec les chiffres et après t'as le code du cadenas. Ta gueule, Joséphine. En plus, j'ai toujours dit avec ma vie, il faudrait que le psy en face de moi, il ait fait au moins 3 Vietnam, 4 Irak, qu'il y ait minimum 18 morts, dans son histoire personnelle, qu'il ait traité, allez, 1200 cas de névrose traumatique pour pas finir prostré en PLS chez son propre psy à répéter « Elle m'a brisé, elle m'a brisé, elle m'a brisé !» Bref, depuis que j'ai arrêté de fumer, mes amis me trouvent légèrement tendue. Et vu que je ne veux pas aller chez le psy, ils m'ont offert une séance de MDR. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est le MDR, mais moi, on m'avait juste dit c'est un truc avec les yeux, je sais pas quoi, pour régler les traumas intérieurs. J'ai dit super, j'ai les deux, des yeux et des traumas, pourquoi pas. EMDR, moi déjà j'entendais MDR. MDR quoi? Mort de rire? Je sais pas ce que ça veut dire. Marrakech du rire? Enfin ma carrière d'école? Il est où? Il est pas là, Jamel? Qu'est-ce que tu racontes? Bref. Je me dis c'est un cadeau de mes potes, j'y vais. J'arrive au truc, la nana Émilie me dit quel est votre projet? Je lui dis, mais comment ça? Mais c'est toi, quel est ton projet à toi pour moi? Elle me dit, non, mais vous venez travailler quoi exactement? Mais j'en sais rien, moi. C'est à toi de m'expliquer ce qui va pas chez moi. C'est toi la spécialiste. Elle me dit, donc vous traversez tout Paris en béquille, j'ai une fracture du pied, pour faire un truc, vous savez pas. Je lui dis, oui. Bienvenue dans ma vie, Miloche. Donc elle m'explique que sa méthode, c'est un truc genre psy, super, merci les potes. Alors je lui dis, j'ai rien contre vous, mais le souci c'est que j'ai pas du tout envie de voir un psy en fait. Et là elle me répond, maintenant que vous êtes là, ce serait dommage. Bref, je me dis, vas-y, on s'en fout, c'est un cadeau, yallah. Elle commence les questions. À chaque réponse, elle écrivait un truc sur sa petite fiche et je la voyais lever les sourcils. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je lui dis, hey, j'ai arrêté de fumer, faut pas me chauffer en ce moment. Je lui dis, il y a un problème? Elle me répond, bah, comment ça, je comprends pas. Je lui dis, je sais pas, dès que je vous parle, vous levez les sourcils. Elle me dit, non, en levant les sourcils. Je lui dis, putain, vous venez de leur faire la haha, pris la main dans le sac. Elle me répond, oui, mais bon, votre vie n'est pas banale, c'est costaud. Je lui dis, mais vous jugez, là? Enfin, je dis, on n'est même pas arrivé à mes 7 ans, Émilie. On n'était même pas au premier trimestre de ma vie. Bref, on continue. Je lui dis, donc à la fin du collège, un ami me propose de doubler du porno. Je lui dis, écoute, oui. Elle me dit, non, stop. C'est la fin de la séance, on arrête. Elle me regarde, elle me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je le sais, Émilie, que tu n'as jamais vu ça de ta vie. T'as un serre-tête en velours, putain. Moi, à 14 ans, j'allais chercher les invendus McDo à minuit avec les 7 SDF qui vivaient chez moi. Bien sûr que ça perturbe ton quotidien, Miloche, évidemment. Ah, j'ai senti qu'elle allait pas bien. Ben, c'est moi qui lui ai posé des questions sur sa vie, du coup, vraiment, je jure. Et devinez quoi, comme Jérémy avec son stylo dans l'oreille pour me faire arrêter la clope qui avant bossait à la Fnac, Émilie aussi était en reconversion professionnelle. Elle bossait dans un cabinet d'architecte. Rien à voir. Non mais on est où là? J'ai le droit d'avoir un vrai professionnel? C'est comment? Je sais pas. C'est bon les reconvertis là, non? Ça suffit? Donc ce message s'adresse aux amis qui m'ont offert cette séance de MDR. Quitte à m'offrir un truc qui sert à rien la prochaine fois, je préfère déchiffrer des hiéroglyphes, avec Joséphine. Merci. Voilà mes petits culs, je vous kiffe. Et si vous n'avez pas du tout d'idée de cadeau de Noël, mon conseil, vaut mieux rien qu'une boîte à mouchoirs. Vraiment, je vous assure, ça ne fait pas plaisir. C'est très grave, Émeric. C'est très grave. C'est très grave. Non. Attendez. Même une grande tante ne fait pas ça. Même une grande tante ne fait pas ça. En plus, la boîte à mouchoirs est plus petite que la boîte à mouchoirs. Du coup, tu dois sortir les mouchoirs de la boîte à mouchoirs pour les mettre dans la boîte à mouchoirs. Tu vois, Émeric, c'est à cause de ce genre de petites conneries qu'on craque et qu'après les gens me conseillent d'aller voir un psy. Joyeux Noël, mes petits culs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je vous kiffe. Bisous. Douli, merci beaucoup, Douli. Et merci, Émeric, également, a priori.
Merci à vous, merci à toi. On est toujours avec notre invité Ferris Barkat. On va pas parler de boîte à mouchoirs, mais on va plutôt parler de tes goûts artistiques parce que je crois que Juliette t'a posé quelques petites questions au préalable. Ferris, je t'ai donc demandé quelle série t'étais restée de l'enfance. Tu m'as répondu la série de films Hunger Games, que j'aime d'autant plus que les romans sont super également et écrits par une autrice. Alors les films, ils sont 4, ils sont sortis entre 2012 et 2015, plus 2 préquels. Pas ouf, les préquels. L'argument de base dans le futur, une adolescente, Katniss Everdeen, est contrainte avec 23 autres gamins de s'entretuer dans des combats télévisés. Katniss va devenir le symbole d'une rébellion qui deviendra une révolution pour mettre à terre le pouvoir du président Snow, chef du Capitole. J'ai adoré, mais j'étais déjà grande fille. Toi, tu m'as donné un petit message que je vais dévoiler. Tu étais amoureux de Katniss quand tu étais petit. Mais t'es toujours un peu petit, m'as-tu précisé. Donc, la question, elle est simple. Oui, oui. T'es toujours amoureux de Katniss Everdeen. C'était ça le message, effectivement. T'as tout compris. Eh bien, elle est là. Merde. J'aimerais peut-être... Non, alors c'est pas Jennifer Elle a changé Katniss. Loris, notre chargé de production, qui vient de faire son entrée. Qui est très gracieux, mais qui ressemble pas tant que ça à Jennifer Lawrence. Non, mais c'est vrai, tu te sens toujours, il y a toujours une partie de toi qui est amoureux de Katniss. Ouais, de zinzin. Ouais. Alors, moi j'aimerais comprendre parce que moi je la trouve extrêmement séduisante aussi, mais c'est une chasseuse, enfin je veux dire, c'est une femme armée, c'est une femme qui ne choisit pas entre deux hommes. C'est un personnage que je crois qu'elle joue. Hein. Le personnage. Quand c'est Emmerich qui recadre l'émission, c'est vraiment qu'on est parti beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui t'avait séduit quand t'étais petit et que tu l'as vue et qui te reste encore d'elle? Je pense que dans le personnage de Katniss, il y a plein de traits de caractère, dans le sens, ce sens de la justice et d'être le plus juste possible dans un prolongement, même quand elle gagne les jeux, elle refuse ce côté-là un peu de récupération que le président Snow il essaie d'avoir absolument. Elle est toujours dans une forme de droiture qui moi, m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit. Et puis, de manière générale, le rapport du Capitole aux autres districts, le rapport méritocratique, parce que les premiers Capitoles, les premiers districts, ils ont toutes les armes pour pouvoir s'en sortir, tandis que le district 12, bonne chance à eux. Donc tout ce truc-là, c'était un peu un truc qui m'a beaucoup touché. Et puis elle est Mimi, Katniss. J'ai essayé de décorer. Non, mais il y a un moment, faut arrêter de décorer. Elle est excessivement mignonne. Quel livre, ensuite, je t'ai demandé quel livre ou série t'avait donné envie de devenir une grande personne, et tu m'as répondu One Piece. Le manga signé Eiichiro Oda, qui est publié quand même depuis 1997. Alors en gros, c'est l'histoire d'un gamin, Luffy, qui veut devenir pirate dans un monde où les océans sont encore plus majoritaires. Pirate, mais un pirate différent. D'ailleurs, son drapeau, c'est un drapeau pirate, mais avec un chapeau de paille. C'est-à-dire que Luffy ne galope ni après la fame, ni après l'argent. Luffy et sa bande de potes outsiders, ils courent après un trésor qui peut-être même n'existe pas, qui s'appelle donc le One Piece. Pourquoi, qu'en lisant ça, tout à coup, le monde des adultes semblait enviable? Je pense qu'il y a plusieurs étapes là-dedans. La première, c'est vraiment le fait de constater qu'il y a un bug, il est con. Non, il est vraiment très très con. Et pourtant, il arrive à libérer les villages où il passe de l'oppression. Il y a un rapport aussi avec faire tomber le gouvernement mondial, tout ce côté engagé. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est la naïveté. Parfois, t'as envie de le prendre comme as, je lui dis, mais frérot, comme as, parce qu'il est hyper élastique, et t'as envie de dire, mais réveille-toi. Et en fait, à la fin, tu captes que cette naïveté qu'il arrive à garder, même quand il grandit, il la garde. Et parfois, les épreuves de la vie, les trahisons, elles peuvent te noircir un peu. Et lui, il reste toujours droit, malgré tout ce qui lui arrive. Et je pense que ce côté naïf, moi, ça me touche beaucoup. Donc, c'est pour ça que ça m'inspirait. Et puis, il y a eu aussi une chose avec Luffy, c'est qu'il envisage la vie en général comme un sport co. Et jamais comme un sport individuel. C'est ça, ouais, avec son équipage. Et puis c'est trop stylé, tu vois, t'es là en mer avec ton équipage, tout ça. Non, c'est un délire. Donc je pense qu'il y a un côté aussi très collectif, très recréer un sentiment d'appartenance. Parce que lui, il se retrouvait pas dans les pirates traditionnels. Et il se retrouve pas dans la marine, il se retrouve pas dans le gouvernement mondial, il se retrouve partout, nulle part, pardon. Ça veut dire qu'il est en mode, moi, j'ai pas ma place. Donc, j'ai pas ma place, je vais créer un espace où tout le monde aura sa place. Et en tout cas, les miens se sentiront à l'aise. Donc, il y a vraiment ce côté-là que nous, on essaie de répliquer. En fait, les chefs d'équipe, c'est jamais nous. Et peut-être que les chefs d'équipage, ça sera nous cette fois-ci. Allez. Je t'ai demandé ensuite... Je
t'ai demandé ensuite quel film t'avait fait beaucoup rire et tu m'as répondu une comédie. Ça va de soi. Les Dégains de Cyril Droux et Claude Zidi Jr., c'est les aventures de Nordine et Karim, deux sudistes. C'est pas franchement des héros, c'est plus des dégains, c'est-à-dire des riens en langage marseillais, et ça va d'un camp de redressement jusqu'à Saint-Tropez, avec notamment la regrettée actrice algérienne Biouna. Bon, moi, honnêtement, je ne l'ai pas vue. J'ai constaté des critiques assez merdiques sur Internet en général. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais très envie de demander, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de dire, bah moi, le film qui me fait rire, c'est Les Dégains? En vrai, c'est juste ça me faisait trop rire quand j'étais au collège. Avec mes potos, on était là en mode c'est quand le prochain épisode il sort. Oui, parce qu'en plus, c'est une série aussi. Ouais, il y a un film, mais il y a des séries. Oui, ouais. oui, les films, je les ai même pas vus moi. C'était vraiment quand j'étais petit, j'étais à fond dans Les Dégains, la série. Et je pense que, bah, justement, je sais pas qui est-ce qui a produit. Tu m'as donné des blazes là au début, je savais pas du tout. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est juste deux fous. Ils ont commencé à prendre une caméra, ils se sont autoproduits. Et ce côté-là, très familial, très marseillais, très petit. Je pense que dans la culture, on en a besoin parce que les outils d'émancipation culturelle, parfois, c'est pas nous qui les maîtrisons. Parfois, on fait des histoires sur nos vies. Parfois, ils extraient la substance narrative de ce qu'on vit pour en faire des trucs clichés. Là, il y a du cliché, effectivement, mais ça reste assez maîtrisé, ou en tout cas, ça reste un truc où j'ai l'impression que les personnages, ils sont écrits totalement avec le consentement et la volonté des acteurs, tu vois. Et ce truc-là, un peu de respect qu'ils ont sur la culture marseillaise ou sur les messages qu'ils renvoient, moi, ça m'a beaucoup inspiré et c'est ce qu'on essaie de faire aussi, nous, modestement avec la culture en ce moment, on essaie de retrouver des endroits, des musées, des espaces où on n'a pas forcément notre place et de se le réapproprier avec ces outils-là culturels. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup inspiré dans ce côté-là indé, quoi. Merci Ferris, merci pour toutes ces réponses. Merci Juliette également. Puisqu'on parlait cinéma, il y en a un qui est en ce moment à l'affiche au cinéma qui joue un gendarme, comme si on n'avait pas assez de soucis avec les forces de l'ordre. Il est là pour conclure l'émission, tout en analyse et tout en finesse. C'est Aymeric Lompré, bien sûr. Ouais. Allez, l'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Elle est chaude comme l'ambiance dans un spectacle d'Harry Habitant. Non, quand c'est non, c'est non. Et ça, c'est l'ambiance en loge. Hein. Alors, après, elle sort de la loge, elle cherche de l'aide et paf, elle tombe sur Brigitte Macron. Oui, je vais vous aider. Putain, tomber sur Brigitte pour chercher de l'aide dans ces cas-là, c'est comme tomber sur moi pour rattraper un individu, quoi. Rattrapez cet individu, monsieur Lompré. Quoi? Rattrapez cet individu. Attends, il est en train de courir, là. Ouais. Ouais, l'actualité, là, j'ai une semaine... J'avais pas de chute. Alors, non, j'ai une semaine compliquée, là. Il y a mon restaurant préféré qui était fermé mardi. Ma petite peau, là, sur le côté de l'ongle qui s'accroche partout, elle se fait super mal. Donc, j'étais pas bien, voilà. Je me mets là une pote à moi, qui est ma baisse, mon épaule. Elle est EduxP, donc je me suis dit peut-être qu'elle va m'aider, tu vois. Tu parles, la grosse égoïste. Elle m'a répondu en disant je suis désolé, je suis occupé, je suis à l'hôpital avec un enfant de 15 ans, en sevrage d'héroïne, avec une mère déficiente et un père incestueux, et je suis payé 1600 € par mois. Désolé de te déranger. Je mettrai des moufles et j'irai au restaurant mercredi. C'est fou quand même à quel point il y a des gens, ils font des métiers passion, quoi. Moi, 1600 € par mois, EduxP, moi, 1600 € par mois. Monsieur Lompré, j'ai des problèmes avec l'alcool. Petite bite. Rattrapez cette personne. Non mais tu prends les profs, les ouvriers, les éducs, les éboueurs, les infirmiers, les agriculteurs, ceux qui bossent dans le bâtiment, au bord des autoroutes, c'est les métiers les plus durs, quoi. Il y a aussi avec enfant de Laurent Wauquiez. Ça c'est... T'imagines, t'es enfant de Laurent Wauquiez. C'est qui ton père? Laurent Wauquiez. Bon bah tu vas au but. On est en train de faire un badminton. Ben... Et c'est bizarre parce que c'est les métiers les plus durs, mais c'est aussi les plus mal payés, quoi. Il y a un truc qui va pas. Non, je sais pas. Alors que si tu prends les métiers genre cadre sup, président, député, notaire, acteur, directeur de la SACEM, directeur du village vacances Les Petits Oursins à Gruissant, directeur auto-école de ton coin Sébastopol, directeur de la boulangerie Allée des Rossignols à Neuville-en-Ferrain, humoriste à cheveux blancs, ça se voit que je suis en train de régler mes comptes là. Et ben c'est les métiers, ils sont bien payés. Y a rien qui vous choque. Ouh, les gauchistes là, ouh. Non, nous on vient faire la révolution à l'européen. Oh putain, on dirait que vous avez tous ma gastro, quoi. Putain, ouais. Laissez tomber. Je m'occupe de la révolution. Je vais faire une demande au Père Noël, en espérant que le Père Noël il soit de gauche, hein. Ouais, je crois qu'il est de gauche parce qu'il est habillé en rouge, il a une grosse barbe et il bosse une fois par an. Donc...
Cher Père Noël, ayant fait le constat que les métiers les plus difficiles étant souvent les moins étaient souvent les moins étaient les moins bien payés, si on pouvait inverser les choses, que les métiers difficiles soient les mieux payés et que les métiers pas compliqués soient les moins bien payés. Aussi, si on pouvait dire que les policiers, ils ont pas des armes, ou alors c'est des boomerangs en mousse. Aussi, j'aimerais bien que Bruno Retailleau ait les jambes qui poussent de 4,5 km par jour. Comme ça, pour le jour de mon anniversaire, le 17 mars, il se prendra la Station Spatiale Internationale dans la gueule. Après, il aura un œil crevé, comme ça, il serait là, n'est-ce pas? Alors... Il y a des imitations maintenant. C'est fort, c'est fort. Ouais, il y a la gastro. Alors, bon, alors... Aussi, à partir de maintenant, dès que Bardella il dit un mot dans lequel il y a la lettre E, il y a une petite moustache carrée qui pousse très très vite. Et en même temps, il fait pipi dans son pantalon. Aussi, je voudrais que le directeur de la boulangerie Allée des Rossignols à Neuville-en-Ferrain, il ait les testicules remplacés par les raisins secs qu'il met dans les croissants. Et aussi, je voudrais que mon restaurant préféré, il soit ouvert le mardi et que ma petite peau qui s'accroche partout, elle tombe. Merci de m'avoir lu, Père Noël. Joyeux Noël à tous. Merci, Émeric Lomprey. Merci, qu'on retrouve mardi sur Radio Nova et en tournée dans toute la France. On est encore avec Ferris Bercat pour quelques secondes. Et ça tombe bien, on a quelques mini-questions encore à te poser, Ferris. Pierre-Emmanuel. Oui, Ferris, tu dis aux jeunes, venez, on va faire un foot pour qu'ils viennent à tes formations sur l'écologie. Nous, on voudrait inviter Louis Sarkozy pour faire plaisir à Guillaume. Est-ce que tu penses que c'est mieux de la pâter avec un match de foot, une mangue ou un miroir pour qu'il puisse se regarder? Très bonne question. Bien juteuse, hein, la mangue. La mangue alors, la mangue. Allez, la mangue. Émeric. Quoi? Ouais, d'accord. Non, si. Ah, si, pardon. Quelle arme tu prendrais dans Hunger Games? Quelle arme? Waouh, moi je suis Katniss où elle veut, donc vraiment. Ah ouais, d'accord, là, on est vraiment sur un. Je suis son bouclier, rien. Sur un obsessionnel. Juliette. J'ai une question de Safe You. Es-tu le gardien de tes frères? Waouh. J'essaye, ouais. Allez, dernière question. Tu préfères un Eric Ciotti qui roule à vélo ou Greta Thunberg qui tient des propos racistes? Après, il va tenir des propos racistes aussi, Eric Ciotti. Ouais, mais c'est justement ça le... C'est tout le principe de la question. Non, je... Joker? Ouais, aucun des deux, là. Ok, parfait. Merci beaucoup, Ferris Bercat, d'avoir été avec nous. Tu t'en es bien sorti sur cette dernière question. Merci, allez donner de la force à Banlieue Climat. Merci pour tout ce que tu fais, Ferris. Merci à ton invité, Hotman Taibi, d'avoir été avec nous. Merci à Guédré, Douli qui joue à l'Européen, tout nouveau spectacle ici en avril 2027. La billetterie est déjà ouverte. Merci à Alice de Rochechouart, toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit toute l'année, chaque semaine. Barnabé, Julia, Lindsay, Sonny, Malo, notre réalisateur, avec Lucie et Paul. Toutes les équipes techniques, Fred, Mano, Loris, Ninon, Yona, Christian pour la prod musicale, Colline, Elise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, Goodway Vidéo, Benjamin, Alban, Adrien, notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, Émeric Lomprey, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré. Et Guillaume Meurice. Et on se retrouve en 2026, le 4 janvier, précisément. D'ici là, bonnes vacances, bon réveillon, vivement la dernière. La dernière.